Hajime était un faible qui a été laissé dans un labyrinthe pour mourir seul. Après avoir mangé des monstres et absorbé leurs capacités, il devient surpuissant et forme un groupe de filles bizarres pour se venger de ses traîtres. Cependant, il finit par être distrait par ses nouvelles coéquipières plantureuses en raison de trop d'intrigues et décide de les applaudir à la place. Mais avant tout cela, Hajime se réveille soudainement dans une grotte sombre au sein du grand labyrinthe d'Orcus, un donjon dangereux rempli de monstres terrifiants. Il est confus et bouleversé, incapable de comprendre s'il est vivant ou mort, et commence à chercher un moyen de s'échapper du donjon. Alors qu'il explore, il assiste soudainement à l'attaque d'un monstre semblable à un lapin par des créatures ressemblant à des loups. Mais au lieu de fuir, le lapin élimine brutalement les deux loups avec des attaques puissantes et rapides. Cela terrifie encore plus Hajime, mais soudain, un énorme prédateur surgit de nulle part, arrache la tête du lapin et la dévore comme un chat jouant avec sa proie. Horrifié, Hajime se retourne pour fuir, mais le gigantesque monstre lui tranche un bras. Le monstre commence alors à manger son membre sectionné tout en essayant d'avancer pour en avoir plus. Dans ce moment de désespoir, Hajime utilise sa capacité spéciale appelée transmutation, qui lui permet de remodeler des objets et parvient à s'échapper temporairement. Il court à travers les tunnels et finit par s'effondrer à cause de la perte de sang et s'évanouit. Quand Hajime reprend conscience, il se retrouve à côté d'un cristal sacré lumineux. C'est une pierre de mana mythique dont il avait déjà entendu parler. Lorsque le mana devient saturé, il s'égoutte de la pierre sous forme liquide et cette eau sacrée peut guérir n'importe quelle blessure. Hajime utilise le liquide pour arrêter son saignement et commence à se rétablir de ses blessures. Pendant qu'il se repose, il commence à penser qu'il n'y a aucun moyen pour un froussard comme lui de vaincre un monstre si énorme et puissant. Il se sent impuissant et se demande pourquoi cela lui arrive. Des souvenirs envahissent son esprit, montrant des scènes d'avant. Hajime et ses camarades de classe étaient entrés dans le grand labyrinthe d'Orcus avec l'intention de gagner en puissance pour mener à bien une mission. Lors d'une bataille, un camarade de classe nommé Amanogawa a sauvé Hajime du danger et lui a dit de travailler plus dur. Plus tard, leur groupe a trouvé des cristaux lumineux rares au-dessus d'eux et une fille a souligné qu'ils étaient des cristaux de connaissances extrêmement rares et difficiles à trouver. Un garçon a ensuite tendu la main pour toucher un cristal malgré les avertissements de ne pas y aller seul. Dès qu'il a établi le contact, une réaction magique s'est déclenchée et tout le groupe a été téléporté dans un nouvel endroit rempli de monstres. Le groupe terrifié a utilisé un sort de protection divine pour se protéger, mais il s'est vite dissipé face à la force écrasante de l'ennemi. Un Hajime désintéressé a utilisé sa capacité de transmutation pour essayer de repousser les monstres pendant que ses camarades traversaient un pont. Cependant, l'un de ses coéquipiers l'a attaqué délibérément par derrière, le faisant tomber du pont en train de s'effondrer vers les niveaux inférieurs du labyrinthe. Hajime ne pouvait pas comprendre pourquoi sa vie était soudainement pleine de trahison et de douleur. Karori, l'une de ses camarades de classe et guérisseuse, était venue le voir auparavant, lui demandant de rester à ses côtés et promettant de le protéger quoi qu'il arrive. Elle a dit qu'elle avait un grand rêve et qu'elle ne pouvait pas supporter de le perdre. Mais maintenant, malgré ces mots, même Karori n'a pas pu le sauver. Hajime a été laissé pour mourir dans le noir, confus et rempli de rage. Pourtant, il a pris une décision. Il survivrait et ferait tout ce qu'il fallait pour rentrer chez lui. Pour rester en vie, Hajime piège intelligemment deux loups monstres et commence à manger leur chair crue. Mais peu après, il commence à crier de douleur et son corps commence à muter. Ses cheveux deviennent blancs, son ADN commence à changer, sa force augmente rapidement et il cesse de ressentir la douleur. Lorsque Hajime vérifie sa plaque de statut, il est choqué de constater que son niveau a augmenté et qu'il a acquis de nouvelles compétences, y compris la magie de la foudre et des attributs basés sur le loup. Avec son aptitude à la transmutation, Hajime collecte des pierres et minerais magiques pour fabriquer des armes. Il construit une arme ressemblant à un revolver et lui donne un nom peu impressionnant, Donner. Il crée également des balles explosives en utilisant les pierres et se prépare au combat. Désormais plus fort et plus dangereux qu'avant, Hajime teste son arme en combattant un autre monstre lapin. En utilisant son nouveau pistolet et ses pouvoirs de foudre, il l'élimine facilement et le mange pour absorber plus de capacité. Maintenant qu'il est surpuissant, Hajime va affronter le monstre qui lui a pris son bras. Il le trouve bientôt et déclare audacieusement qu'il va le tuer et le manger. Le monstre lui fonce dessus à nouveau, mais Hajime esquive facilement l'attaque et tire plusieurs balles de Donner. L'un d'eux finit par trancher le bras du monstre et Hajime le mange en plein combat comme un barbare. Il électrocute ensuite brutalement le monstre avant de lui tirer une balle dans le crâne, l'éliminant finalement. Hajime est maintenant devenu un être puissant qui refuse de mourir et son seul objectif est d'éliminer tout ce qui se trouve sur son chemin. Hajime pense alors à utiliser sa capacité de transmutation pour sortir de ce labyrinthe mais se souvient soudain qu'il y a 100 niveaux ici et il ne sait pas à quel niveau il est actuellement. Pendant que Hajime survit sous terre comme un fou sous l'effet de la drogue, ses camarades de classe sont dans le palais royal en train d'essayer de s'expliquer auprès du roi. Il lui raconte comment, en explorant le grand labyrinthe d'Orcus, ils ont accidentellement déclenché un piège au 20e niveau qui les a téléportés jusqu'au 75e niveau. Là, ils se sont retrouvés face au Behemoth, une créature si terrifiante que même le plus courageux d'entre eux mouillerait son pantalon. Cependant, le roi agacé leur rappelle qu'ils ont été convoqués ici pour se battre et non pour une excursion. Son conseiller révèle alors que les démons de ce monde ont découvert comment contrôler les monstres. Et l'humanité ne tient plus qu'à un fil. Les étudiants n'ont pas été envoyés dans un autre monde juste pour s'amuser. Ils ont été convoqués par les prières du peuple, choisis pour protéger ce royaume de la destruction. Pendant que tout cela est expliqué, Shizuku, l'un des coéquipiers de Hajime, commence à se perdre dans ses pensées. Elle se souvient comment Kaori, sa proche amie et guérisseuse du groupe, a promis de se battre à ses côtés, même si elle n'était pas faite pour le combat.
Juste à ce moment-là, elle remarque l'un de ses coéquipiers, Hayama, se parlant à lui-même avec nervosité. Elle lui demande s'il va bien, mais il panique comme s'il avait vu un fantôme et part rapidement. Cet étrange incident fait se rappeler Shizuku de la façon dont Hayama a toujours eu des problèmes avec Hajime dans le passé. Shizuku va ensuite voir son amie Kaori, qui vient finalement de se réveiller après 5 jours passés inconsciente. La première chose qu'elle fait, c'est demander des nouvelles d'Hajime. Et quand elle apprend qu'il est toujours dans le labyrinthe, elle fond en larmes. Shizuku la console et promet de l'aider à trouver Hajime d'une manière ou d'une autre. Profondément sous la surface, Hajime continue d'avancer dans le donjon. Il finit par tomber sur un portail massif qui est fermé avec des serrures étranges. Il essaie de l'ouvrir, mais cela déclenche 2 monstres à proximité, qui se réveillent soudainement et attaquent. Sans perdre une seconde, Hajime en tire un directement dans l'œil et le fait tomber immédiatement. Le deuxième bloc s'étire et essaie de se défendre, mais Hajime reste calme et recharge son arme. Il remarque que le monstre ne s'éloigne pas trop de la porte, mais Hajime utilise une attaque hyper chargée et l'élimine pour de bon. Après le combat, il fouille leur corps et trouve 3 orbes lumineuses. Il les insère dans le mécanisme de la porte qui s'ouvre enfin. À l'intérieur, il découvre une chambre sombre remplie d'une énergie magique étrange et épaisse. Au centre de la pièce, une fille est scellée dans un bloc de pierre. Hajime se tourne pour partir, pensant que cela ne le concerne pas, mais elle commence à crier à l'aide. Hajime ne veut toujours pas l'aider car il pense qu'elle est trop dangereuse. Mais quand la fille affirme qu'elle a aussi été trahie, il change enfin d'avis. La fille révèle alors qu'elle est une vampire. Pas n'importe quel vampire, mais un puissant qui a essayé de protéger son peuple. Mais sa force a fait peur aux autres, et son propre oncle et les ministres se sont retournés contre elle. Ils ont essayé de l'éliminer, mais ont échoué en raison de sa capacité à guérir, alors ils l'ont enfermée ici à la place. Hajime écoute attentivement, et pour la première fois depuis longtemps, il sent qu'il peut à nouveau faire confiance à quelqu'un. Il utilise ensuite toute sa force et parvient d'une manière ou d'une autre à briser le sceau, libérant la fille. Elle n'a même pas de vêtements, mais ils parviennent tout de même à garder un visage impassible, comme si tout allait bien. Hajime lui dit son nom, et quand il lui demande le sien, elle dit qu'elle ne veut plus qu'on l'appelle par son ancien nom. Hajime lui en donne donc un nouveau, Yue. La fille l'embrasse avec excitation, son corps en sueur. Mais à ce moment-là, quelqu'un tire des flèches sur eux, et Hajime se blesse pour la protéger. Il sort rapidement l'eau magique et la verse sur ses blessures, tandis que Yue retire les flèches de son dos. Il remarque bientôt un énorme monstre crabe se tenant juste devant la sortie, comme s'il payait un loyer. Réalisant qu'ils doivent se battre, il donne sa veste à Yue, la prend sur son dos et se tourne pour faire face au monstre. Hajime commence à tirer, mais les balles ne font presque pas de dégâts. Le monstre charge avec force et Hajime essaie tout, même jeter une bombe sous ses pieds, mais rien ne semble le ralentir. Juste au moment où il semble que le monstre va les transformer en viande hachée, Yue décide d'intervenir. Elle glisse du dos de Hajime et commence soudainement à lui sucer le sang, comme si c'était son shake protéiné. Il s'avère que son sang est chargé de mana, et elle sait que c'est le moyen le plus rapide de retrouver ses forces. Pendant que Yue se nourrit, Hajime utilise sa capacité de transmutation pour retenir le monstre juste assez longtemps. Une fois qu'elle est enfin prête, elle lance une énorme explosion d'énergie bleue appelée Azur sur la tête du monstre. L'impact est solide, mais le monstre reste debout tandis que Yue s'effondre d'épuisement. Hajime l'encourage à réessayer et lui montre le même endroit qu'il a touché plus tôt, pensant qu'un combo bien synchronisé pourrait l'achever. Yu acquiesce, bien qu'elle le prévienne que son prochain tir ne sera pas aussi puissant. Hajime distrait ensuite le monstre et donne à Yue le signal pour le frapper avec son énergie Azur. Dès qu'elle le fait, Hajime monte sur la bête et la frappe à bout portant, mettant finalement fin à sa vie pitoyable. Plus tard, en mangeant la chair du monstre mort, Hajime dit à Yue d'un ton désinvolte que les vampires étaient censés avoir disparu il y a environ 300 ans, ce qui signifie qu'elle doit avoir au moins cet âge. Mais Yue le regarde simplement avec colère, manifestement pas contente qu'on lui rappelle son âge. Hajime lui demande alors si elle sait où ils sont ou comment s'en sortir, mais Yue admet qu'elle n'en a aucune idée. Tout ce qu'elle sait, c'est que le labyrinthe a été créé par des rebelles, d'anciens messagers divins qui se sont retournés contre les dieux et ont essayé de détruire le monde. Mais leur plan a échoué, et maintenant, ils vivent au fond du même labyrinthe. En explorant plus loin, Hajime trouve un minerai à haute magie et commence à fabriquer un nouveau fusil. Yue en profite pour poser une douzaine de questions. Hajime lui raconte tout. Il explique comment les dieux l'ont convoqué, lui et ses camarades de classe, pour combattre des démons, mais contrairement aux autres, il n'avait aucune compétence de combat. Tout le monde l'appelait inutile, et les choses n'ont fait qu'empirer lorsqu'un de ses camarades de classe l'a trahi lors d'une mission. Il est tombé dans l'abîme et a perdu son bras, et à partir de ce moment-là, il a juré qu'il survivrait par tous les moyens, même si cela signifiait manger des monstres. Yue se sent mal après avoir entendu tout cela, mais Hajime lui dit qu'il ne cherche pas à être plaint. Il veut juste rentrer chez lui. Elle dit doucement qu'elle n'a pas de maison où retourner et cela le touche un peu. Alors il l'invite à venir avec lui et promet que, où qu'il se retrouve, elle aura une place à ses côtés. Peu après, un groupe de monstres ressemblant à des dinosaures commence à les poursuivre. Et peu importe jusqu'où ils courent, les créatures ne s'arrêtent pas. Ils remarquent des fleurs étranges poussant sur la tête des monstres, agissant comme des parasites les contrôlant. Le duo parvient à s'échapper d'une manière ou d'une autre. Et pendant ce temps, Yue cède tranquillement du sang de Hajime, comme si c'était son Red Bull. Une fois qu'elle a fini, ils entrent dans une chambre étrange où une brume verte commence à flotter vers eux. Avant que Hajime ne puisse réagir, Yue commence soudainement à l'attaquer car son corps est sous l'influence de la fleur. Hajime se retrouve enfin face à face avec le monstre de fleurs qui est si laid qu'il cause des dommages émotionnels.
Il attrape Yue et la fait tirer sur Hajime plusieurs fois. Il essaie même de contrôler Hajime avec sa technique de fleur, mais le Giga Chad parvient à y résister. Yue, maintenant entièrement sous le contrôle du monstre, l'attaque sans pitié. Elle se sent vraiment mal et le supplie de l'éliminer, mais Hajime vise soigneusement la fleur sur sa tête à la place. Dès que Yue est libéré, Hajime enchaîne avec un autre tir qui finit par détruire le monstre. Plus tard, Hajime s'assoit pour manger plus de viande de monstre et en propose à Yue, mais elle refuse. Elle enlève plutôt sa veste et commence à lui sucer le sang. Ensuite, ils descendent tous deux les escaliers et finissent par atteindre le 100e étage où ils tombent sur un étang étrange. Juste au-delà, ils trouvent une porte massive. Hajime a un pressentiment étrange que quelque chose d'important se cache derrière elle. Alors sans perdre de temps, il avance et ouvre la porte. Puis les deux entrent à l'intérieur et se retrouvent dans une belle zone avec de grandes colonnes tout autour et une porte géante devant. Alors qu'ils commencent à marcher vers la porte, un monstre apparaît soudainement. Celui-ci est une bête de type dragon avec plusieurs têtes et se précipite vers Hajime pour attaquer. Il lance immédiatement une boule de feu, mais Hajime esquive et riposte avec sa propre attaque, ouvrant le feu sur le monstre avec son arme. Au début, il semble qu'ils ont réussi à l'éliminer, mais ensuite un monstre de couleur blanche apparaît. Celui-ci a le pouvoir de guérir et il ressuscite le monstre tombé ainsi que d'autres autour de lui. Maintenant, il devient clair que leur véritable cible est le monstre blanc, car tant qu'il est vivant, les autres monstres continuent de revenir à la vie. Hajime et Yue réalisent qu'ils doivent éliminer le blanc avant toute autre chose. À ce moment crucial, Yue commence à avoir des hallucinations. Elle voit une vision de Hajime s'éloignant et la laissant derrière. Elle crie de panique, pensant qu'il l'abandonne, mais il s'avère que c'est une illusion créée par l'ennemi. En réalité, Hajime la soulève et tente de s'échapper de la zone en sautant dehors. Yue, qui est tombée inconsciente à ce stade, est un poids mort, alors Hajime l'aide à boire une potion de récupération. Elle reprend lentement conscience et ils conviennent tous deux qu'ils doivent vaincre tous les monstres et s'échapper sain et sauf. Hajime sort alors son fusil et tire une énorme salve d'énergie depuis les airs. Pendant ce temps, l'un des monstres essaie de piéger Yue dans une autre illusion, mais elle s'en libère rapidement et riposte. Une autre illusion cible Hajime, mais cela ne l'affecte même pas et il finit par tirer sur le monstre à bout portant. Utilisant son fusil, Hajime vise le monstre blanc et tire, et Yue enchaîne avec une puissante attaque magique flamme céleste qui élimine plusieurs ennemis à la fois. Mais en raison de la quantité de puissance nécessaire, elle s'effondre d'épuisement. Même s'ils ont réussi à désanimer de nombreux monstres, le blanc est toujours vivant et lance une autre attaque d'en haut. Hajime saute devant Yue pour la protéger, mais finit par lâcher son arme, se blessant. Il tombe lourdement au sol et commence à saigner abondamment, ce qui affole Yue. Le dragon blanc continue de les attaquer et la situation devient de plus en plus dangereuse. Yue, réalisant qu'il n'y a pas de temps à perdre, soulève Hajime à l'aide de sa magie et commence à s'échapper tout en étant poursuivi par le monstre. Lorsque la créature s'approche à nouveau, Yue s'empare de l'arme, bondit en avant comme un rat possédé et tire directement sur sa tête, lui faisant perdre le contrôle et déclencher des attaques de feu sauvage. L'impact projette Yue au sol et elle laisse tomber l'arme également. Quelques secondes plus tard, le dragon obstiné se prépare à l'attaquer à nouveau, mais cette fois, Hajime apparaît soudainement et la sauve. Portant Yue dans ses bras, il lui demande son soutien magique pour qu'il puisse enfin achever le monstre. Puis il lui donne le signal de préparer son attaque magique tandis qu'il continue de tirer des balles sur le monstre. Hajime fixe même plusieurs bombes sur un mur à proximité, puis grimpe directement devant le visage du monstre, tirant à bout portant. Il tire aussi sur les bombes, provoquant l'effondrement du mur entier sur la créature. Un Hajime déterminé active ensuite sa compétence de transmutation et demande à Yue d'utiliser son attaque Azur Blaze, ce qu'elle fait. La combinaison de leurs pouvoirs provoque une énorme explosion qui finit par tuer le monstre, mais Hajime s'effondre également sous la pression. Pendant ce temps, au palais, le professeur du groupe, Aiko, se plaint de l'injustice d'envoyer des étudiants dans des batailles dangereuses. Elle est bouleversée parce qu'un de ses amis est mort et tout le monde a peur. En entendant tout cela, le roi répond calmement que personne n'est forcé de se battre, donc ceux qui ne veulent pas continuer sont libres de se retirer. Ailleurs, Kaori et ses amis se sont également aventurés loin dans le labyrinthe. Kaori est perdu dans ses pensées, pensant toujours à Hajime et s'inquiétant de ce qui lui est arrivé, mais ses camarades de classe lui suggèrent d'essayer de l'oublier parce qu'ils doivent avancer quoi qu'il arrive. Plus tard, Hajime est allongé sur un lit lorsqu'un coup de vent soudain lui fait ouvrir les yeux brusquement. Il regarde autour de lui et est choqué de se retrouver avec Yue dévêtu. Avant qu'il ne puisse demander ce qui se passe, elle le serre fort dans ses bras car elle pensait qu'il était mort. Yuka lui explique ensuite qu'ils sont actuellement dans le repère des Mavericks. Quand Hajime demande ce qui s'est passé après le combat, Yuka lui dit qu'il s'était effondré, alors elle l'a amené ici et a utilisé de l'eau bénite pour l'aider à se rétablir. Hajime la remercie de lui avoir sauvé la vie et ils sortent explorer les environs. Ils finissent par atteindre un palais et dès qu'ils entrent dans l'une des pièces, les lumières s'allument automatiquement. Un squelette est assis nonchalamment sur un trône au centre comme s'il attendait Grand Theft Auto 6. Hajime, quant à lui, pense que cette pièce pourrait avoir la sortie vers le monde extérieur. Alors qu'il entre dans un cercle magique lumineux sur le sol, le squelette prend soudain vie. L'âme à l'intérieur se présente comme Oscar, celui qui a créé ce labyrinthe, et il félicite Hajime pour avoir réussi tous les tests. Lorsque Hajime essaie de poser des questions, Oscar lui dit de ne pas le faire, expliquant que ce n'est qu'un message préenregistré et qu'il ne peut répondre à aucune nouvelle question.
Oscar dit qu'il voulait simplement laisser un message à quiconque arriverait jusqu'ici pour expliquer la vérité de ce monde. Ailleurs, nous voyons le reste des étudiants qui ont atteint le 75e étage du labyrinthe. Shizuku a l'impression qu'ils ont établi un record mondial du Guinness, totalement inconsciente que leur ami était littéralement au 100e étage en train de se battre contre des dragons. Cependant, leur capitaine, Aminagawa, les avertit qu'ils ne savent pas quelles menaces les attendent, donc ils doivent rester vigilants. Fidèle à son hypothèse, le colosse les accueille au même endroit où il les avait attaqués plus tôt. Toute l'équipe est choquée car elle pensait qu'il était mort, mais cette fois, elle est préparée et plus forte qu'avant. Alors que la bataille commence, Kaori dit hardiment à l'ennemi qu'ils vont l'achever et ne le laisseront plus jamais blesser personne. Lorsque le Behemoth charge, Aminagawa le frappe avec son épée et ordonne à tout le monde de se mettre en position. Un des étudiants bloque une attaque entrante tandis que les autres attaquent avec des mouvements bien coordonnés. Lorsque 3 d'entre eux sont sur le point de tomber d'un rebord, Kaori utilise sa magie pour les empêcher de tomber. Elle continue d'utiliser ses pouvoirs de guérison pour renforcer les guerriers combattant à ses côtés, tandis que d'autres étudiants affrontent des vagues de monstres squelettes. Shizuku rassemble tout le monde pour se préparer à la prochaine attaque. Juste à ce moment-là, le Behemoth saute par-dessus eux et se dirige directement vers une fille qui se tient derrière eux. Elle parvient à bloquer son attaque avec son bouclier, mais le Behemoth est trop puissant et son bouclier commence à se fissurer. C'est alors que Kaori la guérit rapidement, sauvant la vie de la fille. Suite à cela, Aiko lance plusieurs attaques sur l'ennemi, tandis qu'Aminagawa l'achève avec un coup puissant de son épée magique. Avec cela, l'équipe remporte finalement le combat et le monstre est définitivement vaincu. De retour avec Hajime, il écoute toujours l'esprit d'Oscar. L'esprit admet qu'il ne sait pas exactement pourquoi Hajime est venu ici, mais il décide de lui accorder son pouvoir, lui demandant de ne pas en abuser. Dès que l'esprit disparaît, Hajime ressent une douleur intense dans sa tête et le cercle rouge brille à nouveau. Il finit par comprendre que les dieux et les Mavericks n'étaient pas mauvais mais des libérateurs. Plus tard, Hajime se rend compte qu'il a appris un nouveau sort magique qui lui permet d'ajouter de l'énergie à des minéraux colorés et peut-être même de leur donner des qualités spéciales. Yue demande si elle peut apprendre cette magie aussi. La nuit tombe et après un peu de pratique, Yue revient et dit à Hajime que le sort est très difficile. Hajime dit alors: puisque cet endroit est le leur maintenant, pourquoi ne pas donner à Oscar un enterrement approprié? Après cela, ils explorent l'endroit et finissent par tomber sur une bibliothèque. Hajime remarque une clé coincée dans le doigt du squelette qu'il utilise plus tard pour ouvrir un sous-sol plein d'artefacts et de structures anciennes. Après avoir tout vu, Hajime dit à Yupei que bien qu'il veuille rentrer chez lui, ils devraient rester ici un peu plus longtemps et apprendre autant qu'ils peuvent. S'ils veulent explorer d'autres labyrinthes, ils devront être complètement préparés. Quelques jours plus tard, Hajime s'adapte un bras mécanique et Yue lui masse le dos et lui bande l'œil. Elle prépare également de la nourriture pour lui et Hajime la dévore comme un moine affamé qui vient de rompre un vœu de silence de 3 ans. À un moment donné, Hajime glisse même une bague au doigt de Yue pour lui montrer à quel point il est un grand admirateur. Comme il a acquis de nombreuses compétences et rassemblé de puissants outils, Hajime se rend compte que l'Église Sainte et les autres royaumes ne resteront pas silencieux s'ils découvrent ce qu'ils possèdent désormais. Il sait qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant qu'ils ne deviennent la cible des êtres divins et que leur voyage puisse les mener à un combat contre le monde entier. Tous deux font le vœu de se protéger mutuellement et de continuer d'avancer quoi qu'il en coûte. Le lendemain, nous voyons une fille nommée Shea, qui est un lapin mais qui a le corps d'une star d'OnlyFans. Elle grimpe désespérément une colline, essayant d'échapper au dinosaure à 2 têtes qui la poursuit. Juste à ce moment-là, une explosion d'énergie se produit et Hajime et Yue descendent d'en haut. Les dinosaures paniquent et fuient en les voyant, et le duo est également heureux d'avoir enfin atteint la surface. Pendant ce temps, une Shea surexcitée s'approche de Hajime et commence à parler sans arrêt. Il la trouve très agaçante et essaie de partir, mais Shea attrape sa jambe et commence à le supplier de sauver sa famille. Hajime ne comprend pas pourquoi il devrait sauver une famille de lapins qu'il ne connaît même pas. Yue finit par la jeter comme une ordure et Shea ne peut pas comprendre comment il pourrait laisser une si belle fille comme elle derrière. Peu de temps après, le dinosaure réapparaît, mais Hajime l'élimine calmement avec l'aide de son pistolet légendaire. Il demande ensuite à Shea de lâcher sa jambe et la frappe même sur la tête, mais elle ignore son espace personnel et commence à parler de la façon dont elle est plus voluptueuse que sa petite amie, alors il devrait au moins l'écouter. Hajime trouve son raisonnement ridicule et la frappe à nouveau sur la tête, mais elle continue à insister, alors le duo finit par abandonner et décide de l'écouter. Shea révèle qu'elle a été expulsée de sa tribu et peu après, des monstres les ont attaqués. Son peuple est incapable de se défendre car ils ne peuvent pas contrôler le mana, mais Shea peut le faire sans effort et peut même utiliser une magie spécialisée appelée Vision Future, grâce à laquelle elle peut voir les événements futurs. C'est ainsi qu'elle savait déjà qu'ils arrivaient et qu'elle les a reconnus. Hajime n'est clairement pas intéressé, alors il crée un vélo avec son anneau et se prépare à partir, mais une Shea désespérée l'arrête. Elle révèle qu'elle sait qu'il se dirige vers le grand arbre et promet de le guider elle-même. Hajime est toujours hésitant, mais Yue le convainc et tous les trois commencent leur voyage. Pendant ce temps, toute la famille de Shea est poursuivie par des monstres comme s'ils leur devaient de l'argent. Un monstre géant cible une enfant et est sur le point de la dévorer, mais Hajime arrive de nulle part et le tue. Il lance ensuite Shea en l'air et l'utilise comme appât pour transformer chaque monstre en viande à hamburger. En quelques minutes, le danger est écarté et la tribu est enfin libérée de tous les monstres. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, ils dorment paisiblement. Et Shea remercie Hajime de les avoir aidés, mais il se montre à nouveau impoli avec elle. Le lendemain, toute la tribu dit à Hajime qu'ils veulent devenir plus forts et lui demande de les entraîner. Hajime accepte et commence à leur donner un tutoriel détaillé sur la façon de se battre comme un guerrier. Toute la tribu le suit avec tout leur dévouement, et même Shea apprend de nouveaux mouvements de combat.
Après que l'entraînement soit enfin terminé, Shea demande à les accompagner dans leur voyage. Hajime veut savoir pourquoi elle tient tant à les accompagner et elle répond que c'est parce qu'elle l'aime et veut rester à ses côtés. De l'autre côté, les membres de la tribu se sont rebellés et éliminent tous les monstres qu'ils rencontrent. Cela inquiète Shea et elle se demande ce que Hajime leur a enseigné, mais il affirme qu'il leur a seulement appris à se battre. Peu après, ils atteignent le grand arbre qui est gigantesque et mort depuis des années. Ils trouvent un pilier là-bas qui a le même design que celui du palais d'Oscar. Hajime y place sa bague et apprend qu'ils doivent traverser les 4 autres labyrinthes. Acquérir le pouvoir spécial de régénération. Avant de partir, Hajime dit au revoir aux membres de la tribu qui ont commencé à l'appeler maître. Ils insistent pour l'accompagner afin de l'aider, mais Hajime les exhorte à rester ici et à s'entraîner encore plus dur. Pendant ce temps, Shea se souvient d'un moment d'enfance où elle avait demandé à sa mère si elle était un monstre ou la meilleure. Elle ne voulait pas devenir un monstre, mais maman lui a assuré que c'était bien d'être différente. Maman a également révélé que Shea pouvait faire beaucoup de choses que les autres ne pouvaient pas. Elle a ensuite parlé de l'avenir et a dit que Shea rencontrerait des personnes merveilleuses qui viendraient de l'extérieur de cette forêt et seraient comme elle. De retour dans le présent, le duo finit par accepter d'emmener Shea avec eux, même si Hajime ne l'aime pas de manière romantique. Mais Shea est déterminée à changer cela, car son seul objectif est de lui faire manger ses gâteaux. Plus tard, les trois se dirigent vers une gorge et commencent à chercher l'entrée du labyrinthe. Alors que Hajime et Yue sont occupés à vérifier la carte, Shea dit soudain qu'elle a besoin de se poudrer le nez, mais Hajime lui dit grossièrement qu'il n'y a pas de magasin de cosmétiques dans cette partie du monde. Juste à ce moment-là, Shea découvre une caverne derrière la montagne avec un panneau étrange, et bien que quelqu'un semble leur parler, ils ne voient personne. Alors qu'ils commencent à chercher un chemin à l'intérieur du labyrinthe, Shea touche un mur et tombe accidentellement à travers, déclenchant le mur à se plier vers l'intérieur. Hajime tire immédiatement sur le mur et se précipite à l'intérieur pour trouver Shea suspendue maladroitement là. Pour aggraver les choses, elle s'est mouillée de honte. Bientôt, le groupe trouve une pierre qui, mystérieusement, commence à leur parler. Shea essaie de la fracasser avec son marteau, mais même après cela, la voix continue, la laissant frustrée et déçue. Le trio continue alors à travers un couloir où Hajime marche sans le savoir sur un piège, faisant claquer toutes les portes autour d'eux. Un énorme rocher dévale l'escalier vers eux, et bien qu'ils essaient d'utiliser la magie, il s'avère que leur sort ne fonctionne pas dans cet endroit. Hajime sort rapidement ses pistolets et pulvérise le rocher, mais d'autres rochers continuent de suivre. Shea commence à fracasser les rochers avec son marteau et intercepte également une lame géante qui vient vers eux. Hajime prend ensuite Yue comme si elle était un sac de pommes de terre et commence à courir aussi vite qu'il le peut, tandis que Shea les suit derrière. Finalement, ils se retrouvent exactement à l'endroit où ils ont commencé, réalisant qu'ils ont juste tourné en rond. Peu de temps après, Hajime et les filles atteignent un niveau inférieur où des chevaliers mécaniques inactifs se tiennent autour d'eux. Rien que de les regarder donne à Hajime un sentiment étrange, alors il ordonne aux filles de les attaquer immédiatement. Le trio utilise toutes les compétences qu'elles possèdent et commence à abattre les chevaliers un par un. Mais peu importe combien ils en tuent, d'autres chevaliers continuent d'apparaître. Alors ils sautent sur une plateforme mobile qui les emmène vers le haut. Au sommet, une créature massive attend tranquillement leur arrivée et elle se présente comme Mileti Raizen. Hajime est confus car selon les notes d'Oscar, Mileti Raizen était un humain qui est mort il y a longtemps. La créature semble choquée que Hajime ait réussi à franchir le labyrinthe d'Oscar, mais Hajime exige d'abord des réponses. Sinon, il est prêt à se battre. Il dit qu'il est ici uniquement pour la magie ancienne et rien d'autre. L'être robotique insiste sur le fait qu'elle est la vraie Mileti Raizen et que si Hajime veut la magie, il doit d'abord répondre à certaines questions. Elle commence à poser des questions sur les objectifs de Hajime et la raison derrière son désir de magie ancienne. Hajime explique qu'il a été forcé d'entrer dans ce monde contre sa volonté et qu'il souhaite maintenant rentrer chez lui. Il a désespérément besoin de la magie ancienne qui permet de sauter entre les mondes. Il demande ensuite à l'être robotique de lui remettre la magie, mais elle refuse de le faire. Enragé par la trahison, Hajime sort un lance-roquette et le tire sur l'être robotique. Cela est suivi par Shea qui saute vers le robot et écrase son bras avec son marteau. Hajime tire ensuite quelques balles de plus, visant le cœur et les articulations. Cela provoque la chute de l'être robotique au sol, et le trio pense qu'il a été éliminé. Mais lorsque la fumée se dissipe, ils sont choqués d'apprendre que l'ennemi est totalement indemne, sans même une égratignure sur le corps. Juste à ce moment-là, ils voient une pluie de rochers arriver vers eux. Alors Hajime attrape rapidement les deux filles et saute de là. Lorsqu'ils ne refont pas surface pendant un moment, l'être robotique pense qu'elle a gagné la bataille, mais ensuite, Hajime surgit d'un pilier voisin de manière vraiment impressionnante. Tous les trois lancent ensuite une autre attaque, mais cette fois, elle est plus coordonnée et mortelle. Hajime tire un tir dans le cœur du robot et attache un dispositif à son corps. Yue utilise son pouvoir de congélation pour s'assurer que le robot ne bouge pas, puis Shea donne le coup final en martelant le dispositif qui a été attaché à son corps. Le coup atteint le cœur et le brise, mettant enfin fin au robot agaçant. Après la bataille, Yue caresse Shea comme un chiot et la félicite d'avoir été une bonne fille. Cela, pour une raison quelconque, submerge Shea et elle devient vraiment émotive. À ce moment-là, le robot tombé commence à parler avec le peu de force qu'il lui reste. Il avertit Hajime que s'il veut obtenir la magie ancienne, il devra affronter les dieux eux-mêmes. En avançant, le trio atteint une nouvelle zone où il rencontre la véritable Milady Raizen, une petite fille ressemblant à une poupée. Elle essaie de paraître mignonne et kawaii, mais une Shea enragée la frappe sur la tête avec son marteau. Après s'être calmé, Milady leur dit que Hajime et Shea ne sont pas encore assez forts pour maîtriser la magie ancienne, mais que Yue peut déjà la contrôler facilement. Elle remet ensuite à Hajime une bague spéciale, mais il n'est toujours pas satisfait, alors il commence à la secouer pour obtenir plus d'artefacts anciens.
Quelques minutes plus tard, alors que le trio est occupé à piller des trésors, un Mileti excédé tire un levier, provoquant une énorme vague d'eau qui balaie la chambre. Le trio se retrouve rapidement dans une rivière avec des animaux étranges comme un poisson au look bizarre. Hajime et Yue parviennent immédiatement à atteindre la rive, mais une maladroite Shea finit par se noyer. Heureusement, Hajime la sort de l'eau et lui fait du bouche à bouche jusqu'à ce qu'elle revienne à la vie. Les trois se dirigent ensuite vers un hôtel à proximité où ils décident de passer la nuit. Alors qu'ils discutent de l'organisation des chambres, Yuki propose de mettre Shea dans une chambre séparée, mais la fille aux formes généreuses s'y oppose fortement. Elle propose plutôt que Yuki obtienne une chambre séparée, tandis qu'elle et Hajime puissent s'amuser toute la nuit. Malheureusement, Shea le dit un peu trop fort et les passants sont complètement stupéfaits par ce qu'ils viennent d'entendre. Quelques jours plus tard, Hajime, Yue et Shea sont invités chez Chang, qui est le chef de la guilde des aventuriers. Il est étonné par la facilité avec laquelle les trois ont réussi à s'infiltrer dans la gorge de Raizen et souhaite désormais leur aide. Chang révèle qu'un groupe de 3 aventuriers s'est dirigé vers les montagnes du Nord pour une mission de reconnaissance, mais ils ne sont jamais revenus. Le sauvetage était particulièrement important car l'une des personnes disparues est Will Kudeta, le fils d'un comte puissant. Chang révèle en outre que le groupe a été attaqué par quelque chose d'extrêmement fort. Il veut donc que Hajime et ses filles viennent les sauver. Hajime refuse toujours, mais lorsque Chang lui promet le soutien total de la guilde si quelque chose tourne mal, Hajime accepte sous 2 conditions. Il veut de nouvelles plaques de statue pour eux 3, et si jamais il fait une demande, elle doit être satisfaite sans question. Chang accepte l'accord, et avec cela, le trio se met en route pour leur mission. Pendant leur voyage, ils ont faim, alors Hajime propose de manger du riz, son plat préféré de son pays d'origine. À l'hôtel voisin, Aiko déjeune tranquillement avec ses élèves. Elle les félicite pour leur travail acharné et les encourage à continuer demain. Alors qu'ils parlent en mangeant, le propriétaire de l'hôtel vient à leur table pour demander comment est la nourriture. Tout le monde dit qu'ils l'ont adoré, mais le propriétaire louche n'est toujours pas satisfait. Avec un air troublé, il révèle qu'ils ont utilisé leur dernier lot d'épices et ne peuvent pas se réapprovisionner à cause de problèmes dans les montagnes. Des rumeurs circulent, selon lesquelles des monstres pourraient être impliqués, et certains aventuriers qui sont allés vérifier ne sont pas revenus. Le propriétaire révèle également que 3 invités d'élite ont été envoyés pour s'occuper de la situation. À ce moment-là, Hajime et son équipe arrivent au même hôtel, et Aiko se rend immédiatement compte que c'est son étudiant perdu depuis longtemps. Elle court vers lui, choquée et émotive, mais il lui dit froidement qu'il n'est pas la personne qu'elle cherche. Cependant, l'entêté Aiko attrape sa main et commence à l'interroger, désespéré de comprendre ce qui s'est passé. Quelques secondes plus tard, Hajime s'assied à une table, feuillette le menu avec des involtures et commande un curry. Alors qu'il continue d'ignorer Aiko, elle devient frustrée et exige de savoir qui sont les 2 filles. Chie et Yue disent tranquillement qu'ils sont ses amantes, ce qui choque encore plus Aiko. Pensant qu'il a une aventure à 3 avec elle, elle réprimande Hajime et le traite de dégoûtant. Finalement, ils mangent tous ensemble, mais Aiko continue de bombarder Hajime de nombreuses questions. Sa seule réponse est qu'il a travaillé très dur, sans donner d'explication claire, ce qui l'agace encore plus. Juste à ce moment-là, un chevalier s'approche soudainement de leur table et réprimande Hajime sur la façon de parler aux supérieurs. Il insulte ensuite les grandes oreilles de Shea en disant qu'elle devrait être coupée pour qu'elle puisse avoir l'air plus humaine. Le chevalier parle aussi rudement à Yue, mais elle réplique en le qualifiant de petit homme. Cela offense le petit homme et il entreprend de lui donner une leçon avec son épée. Mais alors qu'il s'en empare, Hajime lui tire dans la main et le prévient de ne pas recommencer. Pendant ce temps, l'une des élèves d'Aiko se souvient comment Hajime l'avait protégé des squelettes dans le labyrinthe et est stupéfaite de voir à quel point il a changé. Il n'est plus le garçon faible qu'elle se rappelle, il est devenu impitoyable, puissant et craint. Après avoir terminé son repas, Hajime dit à Aiko qu'il n'a aucun intérêt à les rejoindre, qu'il ne veut pas expliquer ce qui lui est arrivé, et les avertit de ne plus interférer avec son chemin. Plus tard, Shea semble perturbé par le commentaire du chevalier, se demandant si les humains n'aiment vraiment pas ses oreilles. Mais Yue lui dit de ne pas s'inquiéter, car ses oreilles sont belles, et même Hajime les aime. Alors que le trio part, Aiko promet qu'elle n'abandonnera pas et qu'elle est déterminée à ramener Hajime à la maison. Ce soir-là, elle est assise dans sa chambre d'hôtel, réfléchissant à tout ce qui s'est passé. Soudain, Hajime apparaît dans sa chambre, lui faisant une peur bleue. Elle demande comment il est entré, ce à quoi il explique que c'est assez facile avec l'aide de ses nouvelles capacités. Ils s'assoient ensuite et commencent à discuter autour d'un café, et Hajime dit qu'il a quelque chose de vraiment important à révéler. Il commence à lui dire la vraie raison pour laquelle il ne veut pas rejoindre son groupe. Dans le passé, lorsque les dieux anciens sont descendus, ils ont plongé le monde dans la guerre. Les humains, les démons et d'innombrables autres hommes bêtes ont commencé à se battre les uns contre les autres. Pendant ces temps difficiles, un groupe nommé les Libérateurs a découvert que les dieux les utilisaient tous pour leur divertissement. Cela les a amenés à perdre tout intérêt pour la guerre et ils ont décidé de résister, mais le plan a échoué. Les dieux les ont marqués comme des ennemis de l'église et ont répandu la propagande selon laquelle ils détruisaient le monde. L'humanité s'est retournée contre les Libérateurs qui ont été chassés comme des animaux, la plupart ont été tués et les quelques survivants restants ont réalisé que la force brute ne pouvait pas vaincre un dieu. Ils se sont donc dispersés, créant des épreuves mortelles à travers le monde. Quiconque surmonte ces épreuves obtiendra un pouvoir immense. Les Libérateurs espèrent toujours qu'un jour un véritable champion se lèvera et détruira le jeu tordu des dieux. Hajime dit que c'est ce qu'il a appris quand il était dans le labyrinthe pendant tous ces mois. Aiko demande s'il envisage de combattre Dieu, mais Hajime dit qu'il ne s'en soucie pas. Il veut juste rentrer chez lui et les labyrinthes ne sont qu'un chemin vers cet objectif. Maintenant qu'il a tout dit, Hajime se prépare à partir. Mais Aiko mentionne que Kaori n'a jamais perdu foi en lui. Elle a toujours pensé qu'il reviendrait et elle travaille actuellement avec une équipe à l'intérieur du labyrinthe. Hajime avertit que les amis peuvent être encore plus dangereux que les ennemis car ils peuvent vous trahir quand vous vous y attendez le moins. Il révèle ensuite qu'il n'est pas tombé dans le labyrinthe par accident, quelqu'un l'a poussé. Le matin suivant, alors que le trio se prépare pour leur mission, Aiko et son groupe arrivent également, demandant à rejoindre la recherche des personnes disparues. Hajime refuse et sort son vélo, mais Aiko avance et insiste pour venir.
réalise qu'elle n'abandonnera pas, Hajime accepte et crée un grand camion avec sa bague qui pourra tous les contenir. Le groupe entre alors avec enthousiasme et ils partent pour leur mission. En chemin, Aiko finit par s'endormir sur l'épaule de Hajime, ce qui ennuie les autres filles. Yue commente nonchalamment que Hajime semble traiter Aiko très gentiment, alors il explique qu'elle a beaucoup fait pour lui dans le passé, donc il est normal qu'il la traite bien en retour. Bientôt, ils atteignent une zone rocheuse et Hajime active son système de drone, ses petites machines volent et commencent à scanner les environs, principalement pour détecter des humains ou des monstres à proximité. Au fur et à mesure que la zone est scannée, quelques armes et sacs de boucliers apparaissent, éparpillés près d'une falaise. Hajime les collecte et le groupe tombe bientôt sur une énorme empreinte. Yue jette un coup d'œil et devine que quoi que ce soit qu'il a laissé doit être un monstre géant. Il continue de marcher et arrive finalement à une cascade. Hajime sent quelque chose derrière l'eau en cascade et dit à Yue de couper à travers. Avec un coup précis, elle ouvre un chemin et ils entrent dans la grotte nouvellement révélée. À l'intérieur, ils trouvent un garçon allongé inconscient sur le sol et Hajime lui touche le nez de façon désinvolte, le faisant se réveiller en sursaut. Il se révèle être le même perdant, Will coup d'état qu'il cherchait. Hajime se présente et dit qu'ils sont venus sur ordre de la guilde des aventuriers pour le sauver. Will, qui est encore secoué et terrifié, explique que leur groupe a été attaqué par un dragon noir. Ses amis ont tous été éliminés, il est donc plein de culpabilité plutôt que de gratitude. En entendant cela, Hajime le saisit par le col et lui dit franchement que survivre n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. La nuit commence à tomber et ils se préparent à partir, mais Hajime ressent soudainement un danger. Et comme prévu, le dragon noir s'écrase et lance une attaque surprise. Hajime forme rapidement un bouclier pour protéger tout le monde d'une faim grillée, tandis que Yue saute pour aider. Shea arrive également en chargeant de côté et frappe le dragon avec son marteau. Yue ajoute un coup magique de suivi et ensemble, ils mettent le dragon au sol. Cependant, juste au moment où tout le monde pousse un soupir de soulagement, le dragon rugit et se relève. Shea se précipite pour une autre attaque, mais le dragon la frappe avec sa queue, l'envoyant voler dans la rivière. Hajime riposte avec une rafale rapide de balles, mais le dragon continue d'avancer et libère un puissant rayon d'énergie. Il vise directement Will, mais Yue arrive à temps et le bloque avec un bouclier de glace. Réalisant que le dragon cible les faibles, Hajime exhorte Aiko à emmener tout le monde dans une zone sécurisée. Une fois qu'elle l'a fait, Hajime sort son fusil de sniper et tire un coup précis. Le dragon crache également du feu en même temps, créant une explosion massive qui secoue l'endroit. Après coup, Hajime donne un coup de poing rapide au dragon dans le ventre avant de faire exploser une bombe à proximité. Malgré tous les dégâts, le dragon se relève et essaie de se battre, mais Shea utilise son marteau pour en finir avec lui. Maintenant que la bête est finalement maîtrisée, Hajime sort une tige en métal et la pousse là où les dragons ne veulent vraiment pas que des tiges en métal soient poussées. Cela provoque un cri aigu de la pauvre bête, révélant qu'il s'agit en fait d'un membre de la race des Dragonborn. Elle supplie Hajime d'enlever la tige de son dos, révélant que sa mana est sur le point de s'épuiser, ce qui signifie qu'elle va bientôt se transformer en sa forme humaine. Mais au lieu d'obtempérer, il continue de pousser la tige de plus en plus profondément, la faisant presque s'évanouir. Hajime va même jusqu'à tordre la tige tout en affichant un sourire suffisant sur son visage. Finalement, le dragon cède et admet qu'elle a été manipulée. Quelqu'un lui a enlevé sa liberté et l'a forcée à attaquer les aventuriers, ne lui laissant pas le choix. Will ne la croit pas et l'accuse de mentir, mais le dragon insiste sur le fait que son espèce ne ment jamais. Yo-Yo la soutient également en disant « Les dragons sont des créatures honnêtes, donc elle doit dire la vérité ». Le dragon semble touché qu'une normie comme Yue la défende, mais Yue précise rapidement qu'elle a en réalité 300 ans. Pendant ce temps, Will ne veut toujours pas pardonner au dragon d'avoir commis les atrocités et le dragon accepte d'être puni. Mais elle demande un délai car une menace plus grande se dirige vers eux. Elle révèle qu'une figure mystérieuse dirige une armée de monstres vers un village voisin et elle veut l'arrêter. Un Hajime peu convaincu refuse de la laisser partir et continue de pousser la tige encore plus loin, mais Yue intervient à la dernière seconde. Elle croit que le dragon ne ment pas et l'exhorte à la libérer. Cette fois, Hajime est enfin convaincu et il commence lentement à retirer la tige. Dès que le dragon est libre, elle se transforme en une belle femme nommée Tio. Au lieu d'être en colère contre Hajime, elle commence en fait à le charmer, car il s'avère qu'elle a apprécié l'expérience après tout. Tio rappelle alors au groupe que l'armée de 60 000 monstres approche rapidement et qu'ils pourraient atteindre le village dans 2 jours. Elle les exhorte à évacuer tous les habitants dès que possible. Will supplie Hajime de l'aider mais il refuse, disant que son seul travail était de sauver Will, pas de sauver tout un village. Il se prépare alors à partir, mais une Tio incroyablement excitée affirme que sa mana est épuisée donc elle a besoin que Hajime la porte. Il commence à la traîner avec colère, mais ça plaît aussi à Tio qui se met à crier comme s'il avait encore enfoncé la barre. Alors que la horde monstrueuse continue d'avancer vers le village, Aiko supplie Hajime de l'aider. Elle sait que si elles n'interviennent pas maintenant, tous les villageois seront massacrés. Hajime demande si elle est prête à risquer la vie de ses élèves pour des personnes qu'elle ne connaît même pas. La sensei insiste sur le fait que ses élèves sont toujours sa priorité absolue, mais elle ne peut pas non plus supporter de voir des innocents mourir. Aiko admet qu'elle n'a pas pu aider Hajime quand il avait le plus besoin d'elle et elle en est vraiment désolée. Hajime lui demande alors si, peu importe ce qu'il décide, elle sera toujours sa professeure. Elle acquiesce doucement mais lui demande de l'écouter, au moins avant de prendre sa décision. Hajime ne dit rien de plus et s'éloigne, disant qu'il est temps de se préparer pour l'armée qui arrive. Il se met immédiatement au travail pour construire une barrière magique autour du village et les villageois se mobilisent pour le soutenir. Les femmes et les enfants sont évacués, tandis que les autres préparent de la nourriture et aident à distribuer des provisions aux défenseurs. Plus tard dans la soirée, Aiko s'approche de Hajime et propose son aide pour tout ce dont il pourrait avoir
avoir besoin. Il lui dit calmement que les monstres arrivent et qu'il est prêt. Cette nuit-là, alors qu'Hajime est occupé à préparer des missiles, une Tio désespérée s'approche de lui, elle veut se battre à ses côtés et insiste pour faire tout ce qu'il faudra. Elle commence même à l'appeler maître et dit qu'elle veut l'aider à gagner la bataille. Hajime essaie de la refuser, mais même ses paroles dures excitent la fille car elle rêve de le manger depuis l'incident de la tige. Yue et Shea observent tout de loin et ressentent une légère jalousie. Alors que la nuit s'épaissit, l'armée monstrueuse approche enfin. Hajime déclare soudainement qu'Aiko est la déesse de l'agriculture qui a convoqué tous les héros, lui y compris, pour combattre les monstres. Les villageois commencent immédiatement à scander son nom, faisant rougir Aiko comme une tomate mûre. Hajime annonce ensuite que leur victoire est garantie, car ils ont maintenant une protectrice divine de leur côté. Ensuite, Hajime sort son fusil de sniper classique et commence son assaut sur les forces ennemies. Yoesha s'équipe également de lance-roquettes, tandis que Tio utilise sa magie de dragon pour abattre les monstres. En quelques secondes à peine, la bataille s'intensifie. Des boules de feu, des tornades et toutes sortes d'attaques magiques volent dans les airs. Les monstres commencent à tomber un par un, mais les héros commencent aussi à se fatiguer. Lorsque Hajime finit par manquer de munitions, il saute sur sa moto avec Shea et se dirige vers une attaque directe. Pendant ce temps, Yue déchaîne un sort de dragon électrique pour ouvrir un passage. Hajime et Shea s'enfoncent ensuite dans les rangs ennemis, abattant les monstres au fur et à mesure. Hajime ne subit même pas une égratignure alors qu'il élimine brutalement les monstres un par un. Shea, quant à elle, utilise sa force brute pour en repousser certains et en effrayer même quelques-uns. Un loup essaie de lui sauter dessus, mais elle le frappe au sol sans effort. Les deux rencontrent alors enfin la personne encapuchonnée responsable de tout ce chaos. Hajime abat son compagnon loup et en voyant son visage, il est sous le choc. C'est un des étudiants d'Aiko, nommé Shimizu, qui avait disparu il y a quelques temps. Après la bataille, une fois tous les monstres morts, Shimizu est amené devant Aiko. Elle lui demande pourquoi il a fait tout cela, ce à quoi Shimizu révèle qu'il a rejoint les forces avec les démons parce qu'il le traitait comme quelqu'un de spécial. Shimizu croyait aussi que s'il tuait Aiko, les démons le verraient comme un héros. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu, et même son armée de 60 000 démons n'était pas suffisante. Il se demande où Hajime a obtenu des armes aussi puissantes et qui il est vraiment. Malgré le chaos qu'il a causé, Aiko prend doucement la main de Shimizu et dit qu'elle comprend sa douleur. Elle sait que Shizuku voulait se sentir spécial comme les influenceurs sur TikTok. Mais prendre le parti des démons et tenter de tuer son propre professeur n'est pas la solution. Aiko lui demande alors de laisser le passé derrière lui et de recommencer. Cependant, même après toute cette conférence, Shizuku poignarde Aiko dans le dos et la maintient rapidement avec une seringue. Il menace de l'injecter avec un sérum toxique si les autres ne déposent pas leurs armes. Alors que la plupart d'entre eux se conforment immédiatement, Hajime refuse de remettre ses armes, car il sait que cela ne finira pas bien. À ce moment intense, Shea se précipite pour sauver Aiko, mais quelqu'un tire sur Shizuku par derrière. Hajime aperçoit la personne inconnue s'échapper sur un dragon et tire un coup de feu, mais cela ne fait pas beaucoup de dégâts. Pendant ce temps, Aiko a été accidentellement injectée avec le sérum lors de la bagarre, et maintenant, elle est à l'agonie. Hajime sait qu'elle n'a pas beaucoup de temps, alors il boit l'eau bénite et la lui transfère, ce qui lui permet de reprendre lentement conscience. Pendant ce temps, la traîtresse, Shizuku, est en train de mourir lentement à cause de la blessure par balle. Aiko demande avec altruisme à Hajime de sauver son élève, mais il refuse fermement car le gars vient d'essayer d'éliminer son propre professeur. Hajime se tourne alors vers Shizuku et tire plusieurs coups de feu, mettant fin à sa vie pathétique une fois pour toutes. Aiko est stupéfaite de ce qui vient de se passer, mais Hajime lui dit de ne pas s'en préoccuper et s'éloigne. Sur le chemin du retour, Will demande tranquillement à Hajime pourquoi il a dû éliminer Shizuku. Après tout, il allait mourir dans quelques minutes de toute façon. Hajime ne dit pas un mot, mais Yue révèle que s'il n'avait pas achevé le traître, Aiko aurait passé le reste de sa vie à se blâmer. Elle aurait porté cette culpabilité pour toujours, et donc Hajime a pris ce fardeau sur lui. Dans les égouts, un groupe de personnes louches discute d'un plan secret. Ils ont récemment capturé une fille monstre rare et prévoient de la vendre pour une bonne somme. Hajime, quant à lui, amène avec succès Will au maître de guilde et termine sa part du marché. Plus tard, il demande une plaque d'immatriculation supplémentaire pour pouvoir enregistrer Tio également. De retour dans leur chambre, les trois filles bavardent sans arrêt comme si demain était l'apocalypse, tandis que Hajime se tient près de la fenêtre en observant quelque chose de suspect dehors. Tio rappelle à Hajime qu'il lui a promis de lui faire visiter la ville si elle s'entraînait dur, mais Hajime reste concentré sur les silhouettes étranges qui bougent autour. Il murmure que celui qui les observe va mourir, qu'il soit humain, bête ou une paire d'yeux flottant dans un imperméable. À ce moment, Tio se perd soudain dans ses pensées. Elle se rappelle que son père lui avait dit il y a longtemps que bien que leurs ennemis soient puissants et dangereux, ils n'étaient pas invisibles. Il croyait que, un jour, quelqu'un viendrait assez fort pour défier même un dieu. Après avoir grandi, Tio est retournée dans son village où elle a senti quelque chose d'étrange se produire. Un vieil homme a révélé que les dieux avaient convoqué des milliers d'êtres extraterrestres. Déterminée à protéger son peuple, Tio a pris la décision audacieuse d'enquêter, même si elle ne savait pas ce qui l'attendait. Actuellement, Hajime emmène Shea pour la visite de la ville promise et ils se promènent comme des touristes perdus. Elle finit par l'entraîner dans un aquarium où il rencontre un poisson parlant nommé Limon. Hajime, fidèle à lui-même, essaie de se moquer du poisson, mais celui-ci réplique avec ses propres insultes.
Cela impressionne vraiment Hajime, et les deux finissent par discuter longtemps comme s'ils étaient un couple. Plus tard, Hajime et Shea décident de libérer le poisson parlant dans la rivière, et tandis qu'ils disent au revoir, Limon révèle qu'une fille sirène a également été amenée à l'aquarium, mais elle a bientôt été volée. Limon avertit qu'il y a un grand gang de trafiquants d'esclaves dans la ville, donc une fille monstre comme Shea devrait faire attention. Pendant ce temps, Yue et Tio font les courses au marché comme un couple responsable. Tio demande tranquillement à Yue si elle est d'accord avec la proximité de Hajime et Shea. La fille vampire dit que cela ne la dérange pas du tout parce que si Hajime aime quelqu'un, elle l'aime aussi. De l'autre côté, Shea mange de la glace avec Hajime et lui demande s'il est content que Tio ait rejoint leur équipe. Il clarifie qu'elle n'a pas rejoint l'équipe, mais qu'elle s'y est imposée comme une sangsue têtue. Il ajoute aussi que Tio n'est pas une mauvaise personne, mais qu'elle se comporte mal la plupart du temps. À ce moment-là, Hajime se fige en sentant la présence de quelque chose de maléfique sous terre. Lui et Shea décident donc d'enquêter et se retrouvent bientôt dans les égouts où ils trouvent une petite fille enfermée. Il s'avère qu'elle était retenue par des trafiquants qui prévoyaient de la vendre. Après l'avoir sauvée, Hajime la ramène rapidement dans leur chambre où elle reprend connaissance. Il lui demande doucement son nom et elle dit Miu, après quoi il se présente ainsi que Shea. Comme la fille s'est affamée et malade, il la lave rapidement, lui donne de la nourriture chaude et lui sèche les cheveux. Miu apprécie tout cela et est vraiment heureuse d'être avec ses étrangers. Elle révèle ensuite que elle a été séparée de sa famille et capturée par de mauvaises personnes, les mêmes dont Lehman avait averti. Maintenant qu'elle a été sauvée et n'est plus en danger, Shea demande quoi faire d'elle. Hajime dit qu'il devrait la remettre à la garde de la ville car c'est la seule chose censée à faire. En entendant cela, Miu court vers Hajime et le serre fort dans ses bras, incapable de s'arrêter de pleurer. Plus tard, Hajime remet Miu à la garde de la ville et elle demande avec colère s'il la déteste, mais il ne dit pas un mot et repart simplement de là. Alors que Hajime et Shea se dirigent vers leur chambre, ils remarquent une explosion à proximité. Cela les inquiète et ils se précipitent rapidement pour revenir, seulement pour découvrir que les gardes de la ville ont été tués par quelqu'un. Il y a aussi un message énigmatique écrit sur le mur qui dit à Hajime d'amener la jeune fille lapin s'il veut voir Miu vivante. Furieux contre l'acte pathétique, Hajime promet de trouver Miu et de punir le responsable. Ailleurs, Tio et Yue prennent un café ensemble lorsqu'un homme fait soudainement irruption à travers le mur à côté d'elle. Il s'avère que c'est l'œuvre de Hajime qui explique rapidement tout le scénario aux filles. Il essayait d'obtenir des informations de l'homme, mais n'a rien pu obtenir. Hajime demande donc à toute son équipe de l'aider, et ils commencent une recherche à l'échelle de la ville. Ils finissent par atteindre une maison souterraine où le groupe de trafiquants se détend. Les filles utilisent rapidement leur pouvoir pour anéantir les hommes répugnants, tandis que Hajime s'enfonce plus profondément à la recherche de Miu. Il la trouve bientôt harcelée par un homme. Alors Hajime le tire sur le champ sans hésitation. Voyant qu'il est venu la sauver à nouveau, une Mayu émotive se précipite pour le serrer dans ses bras. Hajime s'envole alors dans le ciel avec elle et ils observent, tandis que les autres filles démantèlent l'ensemble du réseau de trafic. Avec la paix maintenant rétablie, Hajime ramène Miu au sol où les autres filles les attendent. Elle rencontre toutes les filles et serre même Yue dans ses bras comme si c'était sa mère. Miu se tourne ensuite vers Hajime et l'appelle grand frère, un nom qu'il n'aime pas. Il lui demande de l'appeler par son prénom à la place, mais la petite fille commence maintenant à l'appeler papa. Le lendemain, Hajime conduit tout le monde hors de la ville dans sa voiture, mais c'est Shea qui monte à vélo. Elle s'assure de se montrer et de faire l'idiote. Dans la voiture, Miu insiste pour prendre le volant, mais Hajime refuse et promet de lui apprendre plus tard. Il a pleinement adopté son rôle de père et a même commencé à appeler Miu sa fille. Ils arrivent bientôt à un marché et Hajime commence à se remémorer ses souvenirs passés avec ses amis. Miu demande pourquoi il est si sombre, ce à quoi Hajime révèle qu'il était ici il y a 4 mois, bien que cela semble être des années. Le groupe va ensuite rencontrer le chef de la guilde, Loa, et Hajime lui remet immédiatement une lettre de Chong. Loa lit la lettre et a du mal à croire qu'un gringalet comme Hajime a éliminé 60 000 monstres et détruit une organisation maléfique en un seul après-midi. Juste à ce moment-là, un garçon entre précipitamment avec un message urgent pour le chef de guilde. Des monstres sont apparus dans le labyrinthe. Loa demande qui a envoyé le message et le garçon regarde Hajime et le reconnaît immédiatement. Hajime dit alors le nom Ando et ils se saluent car il s'avère qu'ils sont camarades de classe. Ando est choqué de voir à quel point Hajime a changé et est devenu une personne complètement différente, mais il est content de le voir en vie. Ando supplie alors Hajime de les aider dans le labyrinthe, sinon tout le monde là-bas mourra. Dans un retour en arrière de quelques heures, Amanogawa et son équipe sont profondément à l'intérieur du labyrinthe. Ils arrivent à un endroit louche et Shizuku sent immédiatement que quelque chose de mauvais est sur le point d'arriver. Le groupe trouve alors des éclaboussures de sang de monstres partout sur le sol, ce qui signifie que quelque chose d'encore plus grand se cache dans les parages. Avant qu'ils ne puissent comprendre ce que c'est, un démon avec de gros airbags et un corbeau sur son épaule apparaît des ombres. Elle essaie de persuader l'équipe d'Amanogawa de les rejoindre, révélant qu'un de leurs amis a déjà accepté l'offre et a rejoint le camp des démons. Cependant, Amanogawa refuse catégoriquement et se prépare à se battre avec elle à la place. La femme démoniaque déclenche alors une avalanche de monstres géants qui commencent à attaquer le groupe un par un. Kaori et les autres essaient de se défendre du mieux qu'ils peuvent, mais les monstres se révèlent accablants et aucune attaque ne semble avoir de véritable effet. De plus, même si l'un des monstres est légèrement blessé, la femme démon parvient à les guérir avec l'aide de son corbeau effrayant. Réalisant qu'ils sont surpassés et dépassés, le groupe dit à Ando d'utiliser son camouflage pour sortir discrètement de ce labyrinthe et appeler à l'aide. Il hésite à les laisser seuls, mais finit par accepter pour le bien des autres. Amanogawa, dans un accès de rage, utilise son épée pour trancher complètement l'un des monstres.
Cependant, quand une jeune fille essaie d'arrêter la prochaine vague, des monstres de type chat transpercent son ventre, la transformant en pierre. Cela dévaste tout le groupe et Shizuku insiste pour qu'il fuit immédiatement. Quand Amanogawa refuse et dit qu'il devrait continuer à se battre, elle lui donne une gifle pour lui remettre les idées en place. Entre-temps, Ando atteint le 17e étage où il rencontre le capitaine Meld et explique tout en détail. Soudain, un monstre les attaque. Il s'avère que le camouflage d'Ando n'était finalement pas si bon. Meld le combat et dit à Ando d'aller informer les autres dehors pendant qu'il reste pour retenir l'ennemi. C'est pourquoi Ando est venu à la guilde en premier lieu pour demander de l'aide. De retour dans le labyrinthe, le groupe a abandonné le combat et essaie de courir aussi vite qu'il peut. Mais quand ils se fatiguent, les TOS s'arrêtent quelque part et discutent de leur prochain mouvement. Deux des membres pensent qu'il est préférable de rejoindre la femme démon pour que tout ce carnage prenne fin, mais Amanogawa les avertit de ne pas faire confiance aux démons. Alors que le groupe est occupé à discuter, le capitaine Meld apparaît dans un état gravement blessé. Il essaie de leur dire quelque chose, mais un monstre l'attaque soudainement par derrière, le tuant sur le coup. Bientôt, la femme démoniaque apparaît également prête à éliminer les humains restants. La mort de son capitaine laisse Amanogawa furieux et il décide de déchaîner toute sa puissance. Il débloque quelque chose appelé la Limit Break et commence à trancher les monstres comme s'il jouait à Fruit Ninja. Au bureau de la guilde, Endo supplie Hajime de sauver le groupe, car ce sont aussi ses amis. Cependant, Hajime répond froidement qu'ils ne sont pas ses amis, juste des étrangers venant de la même ville. Pendant ce temps, Amanogawa lance une attaque à pleine puissance sur le démon, qui se protège avec une barrière. Amanogawa est tellement furieux qu'il traverse la barrière et est sur le point de l'éliminer, mais il s'arrête soudainement lorsque son pendentif s'ouvre et révèle une photo d'elle avec son amoureux. La distraction s'avère coûteuse car un monstre émerge du sol et frappe Amanogawa en plein ciel. De l'autre côté, Andu est à genoux, suppliant Hajime de sauver ses amis. Cette fois, même les autres filles le supplient de les sauver et suggèrent qu'ils y aillent tous ensemble. En bas du labyrinthe, la mana de Kaori est presque épuisée et elle ne peut plus soigner ses amis blessés. Shizuku est la seule à rester debout et elle se précipite sur un monstre pour le terrasser mais se fait frapper si fort qu'elle commence à vomir du sang. Kaori se précipite vers elle et promet qu'elle ne la quittera jamais quoi qu'il arrive. Elles se tiennent ensuite par la main et prient alors que deux monstres géants viennent les achever. Mais alors que tout espoir semble perdu, une grande tige de fer pénètre les deux monstres, les tuant instantanément. Alors que tout le monde pousse un soupir de soulagement, Hajime fait une entrée grandiose, laissant Kaori complètement stupéfaite. Dans un flashback remontant à quelques minutes auparavant, Hajime et son équipe suivent Ando à travers le sombre labyrinthe. Ils courent aussi vite qu'ils peuvent, mais ils savent que le temps presse de plus en plus avec chaque seconde qui passe. C'est pourquoi Hajime s'arrête soudainement et sort un de ses énormes gadgets. Grâce à celui-ci, il commence à fourrer le sol comme s'il s'apprêtait à y chercher du pétrole. Une fois le trou suffisamment grand, Hajime plonge tranquillement suivi par les autres filles. Il atterrit directement sur le sol où la femme démon a coincé ses coéquipiers. Lorsqu'il élimine les deux monstres, Kaori le reconnaît instantanément et est choqué, tandis que Shizuku a du mal à croire qu'il s'agit du même Hajime qu'il connaissait autrefois. Personne ne le reconnaît au début à cause de son apparence complètement changée et de son bras bionique. Mais quand Kaori l'appelle par son nom, il reste stupéfait. Le reste de l'équipe arrive bientôt, et Hajime leur demande de protéger tout le monde pendant qu'il s'occupe du grand patron lui-même. Il affronte directement le démon et la prévient que si elle ne veut pas mourir, elle devrait simplement partir. Mais ce démon est aussi têtu qu'un chat qui refuse de se baigner et choisit de se battre à la place. Hajime active calmement sa magie instinctive et commence à abattre chaque monstre invisible en vue avec une précision parfaite. Kaori regarde avec admiration alors qu'Hajime élimine tous les ennemis comme s'il nettoyait sa pelouse des ordures. Il utilise une combinaison de fusils et de ses compétences magiques pour éliminer les créatures l'une après l'autre. Le démon panique et envoie un monstre tortue géant à l'attaque, mais Hajime détourne son attaque vers la femme, la blessant. Il finit ensuite à la fois la tortue et le corbeau agaçant, laissant le démon vulnérable et en colère. Juste au moment où la bataille s'intensifie, Amanogawa se demande qui est ce type incroyablement puissant et beau. Ando lui dit que c'est Hajime, mais Amanogawa refuse de le croire. Un type nommé Ayama attrape même Ando par le col, disant que Hajime est mort et ne peut pas être de retour. Pour une raison quelconque, il semble vraiment en colère que son camarade de classe soit en vie. La femme démon refuse d'abandonner et invoque plus de monstres, mais la bande de Hajime les repousse rapidement. Yue crée un trou noir pour aspirer certains monstres. Shia utilise son marteau pour écraser un ennemi après l'autre comme si elle était Thor, et Tio entre dans une rage totale pour déchiqueter les créatures sans défense. Soudain, un serpent énorme fonce vers Shizuku, alors Hajime lance une épée vers elle. Elle l'utilise immédiatement sur le serpent et le coupe en deux comme une banane mûre. Shizuku reste étonné par la légèreté et l'efficacité de cette épée qui semble normale. Le démon, quant à lui, demande qui est vraiment Hajime, mais avant qu'il puisse répondre, elle lui lance un rocher dessus. Miyu crie « Papa » et Kaori est stupéfaite de l'entendre. Pensant avoir enfin tué le gars principal, le démon tente de fuir, mais Hajime lance soudainement une tige depuis le tas de décombres, l'arrêtant sur place. Elle ne comprend pas comment il parvient à briser sa magie de haut niveau et se demande s'il est vraiment humain. Hajime lui dit franchement « Non, plus maintenant ». Il lui tire ensuite dans les jambes, la faisant tomber, et exige qu'elle lui révèle ses intentions. Le démon refuse et dit avec arrogance que son amant viendra éventuellement le tuer. Mais Hajime n'est pas du tout préoccupé par cela et déclare audacieusement qu'il se battra contre Dieu s'il le faut. Il pointe ensuite son arme sur le démon, tentant de la tuer. Amanogawa essaie de l'arrêter, disant que le démon est sans défense. Mais un Hajime impassible appuie quand même sur la gâchette, mettant fin à sa vie misérable. Après coup, les survivants essaient de se rétablir en utilisant l'eau bénite, tandis que les filles s'occupent des blessés. Yue et Hajime se retrouvent dans un moment romantique, mais Shea les interrompt en leur
rappelant qu'ils ne sont pas dans une chambre privée. Kaori s'approche alors de Hajime et exprime sa joie de le voir vivant. Les larmes commencent à couler sur son visage alors qu'elle s'excuse de ne pas avoir pu le sauver ce jour-là dans le labyrinthe. Kaori le serre alors fort dans ses bras, ce qui fait que toutes les autres filles la regardent avec colère. Il est évident qu'ils sont jaloux de cette nouvelle infirmière. Après que le groupe se soit remis, ils sortent du labyrinthe et Amanogawa confronte Hajime avec colère, disant qu'il n'aurait pas dû tuer le démon car elle s'était déjà rendue. Cependant, Hajime s'en moque éperdument car pour lui, elle était l'ennemi. Il mentionne aussi qu'Amanogawa est amer parce qu'il n'a pas pu être le héros. Hajime lui rappelle brusquement que c'est ainsi que le monde fonctionne. Soit tu tues, soit tu te fais attraper par un monstre. La miséricorde n'est plus un luxe qu'il se permet. Et si Amanogawa continue de parler, il recevra le même traitement. Hajime précise également qu'ils ne sont plus amis et que la seule raison pour laquelle il est venu ici, c'est qu'il devait une faveur à Shizuku. Maintenant que la tâche est terminée, il va les quitter et ne reverra plus jamais leur visage dégoûtant. Shizuku se rend compte à quel point Hajime a changé, bien que Kaori croit toujours qu'il est la même personne qu'avant. Le groupe quitte ensuite les lieux, seulement pour trouver le chef de guilde les attendant avec une armée massive. Il s'avère que le chef ne pensait pas que Hajime vaincrait les monstres, alors il avait appelé des renforts, mais maintenant qu'il s'est rendu ridicule, il s'excuse auprès de Hajime. Pendant ce temps, Kaori rassemble son courage et dit franchement à Hajime qu'elle vient avec eux. Yu affirme qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour suivre, mais Kaori la rassure en lui disant que ça ira. Elle rend ensuite les choses encore plus gênantes en annonçant soudainement qu'elle aime Hajime. Il lui dit honnêtement qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre et ne peut pas réciproquer ses sentiments. Cela blesse beaucoup Kaori, mais elle insiste toujours pour les rejoindre, déclarant qu'elle est prête pour le voyage. Elle défie même Yue en disant qu'elle peut aimer Hajime encore plus qu'elle ne le fait. À la surprise générale, Yue accepte le défi et accepte de la laisser rejoindre le groupe. Les deux filles se lancent alors dans un regard intense, comme si elles posaient pour un prochain combat de l'UFC. Quelques secondes plus tard, Kaori attrape soudainement Hajime par le col et lui demande pourquoi Miyu l'appelle papa et qui est sa mère. Elle pense qu'il a mis enceinte l'une des 3 filles de son groupe et qu'il est devenu un playboy. Elle continue de crier comme une possédée, mais heureusement Shizuku la prend et l'emmène. Alors que la nuit tombe, Hajime se tient tranquillement à l'extérieur de la base et Shizuku vient lui parler. Elle essaie de lui rendre l'épée qu'il lui avait donnée plus tôt, mais Hajime lui demande de la garder. Il révèle qu'elle est faite des éléments les plus solides du monde et peut littéralement couper à travers n'importe quoi. Le lendemain matin, Kaori fait ses adieux émouvants à son équipe et monte dans la voiture avec les autres. Elle veut s'asseoir à côté de Hajime, mais les autres lui disent que Yue est la seule à pouvoir s'y asseoir. Juste à ce moment-là, la petite Miyu prononce un mot interdit qui fait presque perdre le contrôle du véhicule à Hajime. Dans les halls polis et dorés du royaume de Hylie, où l'air est lourd d'anxiété, alors qu'un général informe le pape Ishtar des problèmes avec les enfants dans le sous-sol, la princesse Liliana se tient à ses côtés, essayant de garder son calme. Il parle du retour tant attendu du héros invoqué, Amanogawa, et de son groupe. Mais Liliana est visiblement stressée, ce que le pape souligne gentiment. Elle se souvient de l'horrible accident pendant leur entraînement et de la réalité brutale que ces étudiants ont été forcés de devenir des soldats sans moyen de retour. Mais ses pensées sont brisées par l'annonce joyeuse que le héros est enfin de retour. Liliana se précipite immédiatement hors des portes comme un capybara. Avec de la bave dans sa petite bouche dégoûtante, elle court à travers les couloirs royaux pour retrouver ses amis. Dès que Liliana les voit, elle jette ses bras autour de ses amis pour un câlin chaleureux. Une grande fête de bienvenue est organisée pour les héros, mais la célébration semble vide. Bien que les membres du deuxième groupe soient soulagés de retrouver les héros, Amanogawa, le soi-disant héros, est comme un fantôme à sa propre fête, déprimé dans un coin. En revanche, l'un des héros, Daisuke, est troublé par toutes les questions. Il n'est pas seulement paranoïaque à propos de toutes les horreurs à l'intérieur du labyrinthe. C'est le fait que Hajime, le garçon qu'ils ont tous laissé pour mort, ait fini par le sauver encore une fois. L'humiliation est une pilule amère à avaler. La conversation se tourne naturellement vers les deux membres manquants de leur classe. Liliana apprend que Kaori, la gentille prêtresse, a pris la décision choquante de rester avec Hajime. Malgré leurs supplications pour que Hajime les rejoigne, il a froidement refusé, précisant clairement que son seul but est de trouver son propre chemin pour retourner au Japon et non de combattre leur guerre sainte. Une profonde curiosité s'éveille en Liliana qui désire désespérément rencontrer Hajime, qui est passé du plus faible admirateur à une figure de pouvoir légendaire. La scène passe ensuite violemment du royaume immaculé au sable brûlé par le soleil et impitoyable du désert de Gruen. Un véhicule monstrueux et lourdement armé traverse les dunes à toute vitesse. À l'intérieur, Hajime est entouré de tous les poussins qu'il a recueillis pendant la saison précédente. Miyu, la fille dragon adoptée par Hajime, s'émerveille de voir à quel point son papa est cool et génial. Kaori essaie aussi d'utiliser ce titre, mais cela rend Hajime visiblement mal à l'aise car la fille est littéralement sa camarade de classe. En quelques secondes, les petits poussins agaçants commencent à se chamailler pour savoir qui va lécher la banane de Hajime. La dispute devient si puérile qu'elle est interrompue brusquement par Miyu qui fait une critique acerbe sur la façon dont leur comportement nuit à son éducation, les ramenant à une trêve temporaire. Juste à ce moment, Tio pose ses airbags sur la tête de Hajime et l'informe du danger à venir. Un essaim de vers des sables bloque leur chemin alors que ces créatures se régalent de voyageurs. Soudain, un ver apparaît de nulle part pour engloutir leur véhicule, mais ils parviennent à s'échapper juste à temps.
Cependant, ils sont poursuivis par d'autres vers des sables alors que le verre de Hajime devient encore plus sableux à l'intérieur de son pantalon. Tandis qu'il pilote habilement la voiture à travers le chaos, les disputes du harem reprennent de manière hilarante. Tio essaie de participer à l'action en pressant ses généreux atouts contre Hajime, tandis que Kaori s'accroche à lui pour sa sécurité. Pour rendre les choses encore plus intéressantes, il conduit le véhicule en marche arrière, espérant avoir une bonne vue sur les monstres. Hajime réalise qu'ils ne peuvent pas distancer ces créatures, alors il lance quelques missiles depuis son véhicule blindé, détruisant les vers de sable dans une série d'explosions spectaculaires. La bataille est loin d'être terminée, alors Hajime sort une mitrailleuse monstrueuse, mais les vers de sable disparaissent tous dans le désert. Juste au moment où ils s'apprêtent à repartir, ils aperçoivent une silhouette solitaire effondrée sur le sable. La seule chose que les vers de sable semblaient hésiter à manger. Malgré le risque, les instincts médicaux de Kaori se déclenchent et elle insiste pour aider. Au sol, elle diagnostique rapidement l'homme avec un cas sévère de surcharge de mana, une condition où son corps produit beaucoup plus de puissance qu'il ne peut en gérer, menaçant de faire éclater ses organes de l'intérieur. Sa magie de guérison normale est inutile dans ce cas, donc Kaori utilise la magie de lumière de Oran, Sanctorum, pour drainer de force l'excès de mana dans l'anneau de cristal sacré que Hajime lui a donné, tandis que tout le monde regarde le processus comme des idiots. Malheureusement, même cette magie puissante ne peut pas sauver complètement cet homme blessé. Personne dans le groupe ne sait quoi faire dans ce scénario, mais Hajime pense que l'homme blessé a le sida et qu'il va très bien. Quelques instants plus tard, l'homme blessé nommé Bess reprend conscience. Ses yeux délirants tombent sur Kaori et il est convaincu qu'il est mort et qu'il est maintenant accueilli par une déesse au paradis. Hajime, n'ayant aucune patience pour de tels drames, brise l'illusion avec un coup ferme sur la poitrine de Base, l'informant brutalement qu'il est bien vivant. Une fois à bord du véhicule blindé, Miu tend à cet homme pauvre un peu d'eau, un geste qui fait fondre son cœur. Alors que le véhicule traverse le désert, Base, hydraté et humble, explique son histoire. Il est le fils du duc d'Ankaji, un centre commercial vital qui est maintenant au bord de l'effondrement. Leur seule source d'eau, l'oasis, a été empoisonnée, causant aux citoyens de souffrir de la même surcharge de mana que lui. Le seul remède est un minéral rare appelé Steelstone, qui ne peut être trouvé qu'au fond du dangereux volcan Grand Gruen. Avec tous les aventuriers de sa ville accro à TikTok, Bess est parti seul chercher de l'aide, seulement pour tomber lui-même victime du poison. Son histoire racontée, il implore le groupe de lui venir en aide, voyant Kaori comme une déesse envoyée par volonté divine. La mention de Dieu fait visiblement ricaner Hajime, mais Base continue de supplier de l'aide comme les fans d'Andrew Tate. Hajime reste silencieux pendant un moment, mais lorsque la douce Miu le supplie de sauver le village de l'homme, il finit par accepter. Le groupe se dirigeait de toute façon vers Ankaji. Yue assure avec confiance qu'elle peut s'occuper de l'approvisionnement en eau, une affirmation qui laisse Bess perplexe. Avec leur nouvelle mission en tête, le groupe se précipite vers la ville mourante. Pendant ce temps, dans un sanctuaire ombragé, le commandant démon, Fred Bagua, confirme à son subordonné, Mikal, que leur général, Catleya, est mort. Il affirme que Catleya a été tué par une force irrégulière de seulement 4 individus qui ont également anéanti leur armée de monstres de 60 000 près de la ville dure. Réalisant que leurs ennemis sont bien plus forts que prévu, Fred déclare son nouveau plan. Il voyagera vers le grand volcan Gruen pour acquérir une nouvelle magie de l'âge des dieux. Au moment de partir, il promet de venger Catleya et d'anéantir les païens qui entravent la mission sacrée de son dieu, complètement inconscient qu'il se dirige vers une confrontation directe avec les mêmes irréguliers qui ont causé tous ces problèmes. Le monstrueux véhicule brise roule à travers les portes d'Ankaji, révélant une ville à la fois magnifique et tragiquement silencieuse, un peu comme Washington DC sous Donald Trump. Les rues sont presque vides, et un sentiment palpable de désespoir remplace l'agitation habituelle d'un grand centre commercial. Le père de Brise, le prestigieux duc Lonsui Zengen, se précipite pour les rencontrer tandis que le visage de Brise arbore un masque de désespoir. Lonsui supplie alors les adolescents de sauver tout son royaume comme si c'était la chose la plus normale au monde. Sans perdre un instant, l'équipe se sépare pour exécuter un plan d'une efficacité brutale. Pendant que Hajime remplit un morceau de terrain de béton comme un idiot, Yue adopte une approche plus directe. Avec un calme concentré qui dément la puissance incroyable qu'elle est sur le point de déchaîner, elle invoque un déluge colossal d'eau pure et propre, créant en un instant un immense lac scintillant, un exploit magique qui laisse le duc et ses hommes complètement sans voix. Ce nouveau réservoir serait plus que suffisant pour subvenir aux besoins de la ville pour le moment. Avec la crise humanitaire immédiate gérée, Hajime tourne son attention vers la source du problème. Il informe le duc que son œil de démon a détecté quelque chose de surnaturel qui se cache au fond de l'oasis empoisonnée. Le duc explique que ses propres équipes de recherche n'avaient pas osé explorer le fond de l'oasis. Hajime, toujours pragmatique, décide d'attirer la créature avec l'outil le plus efficace qu'il connaît, un god et des explosifs puissants. Sans hésitation, il lance nonchalamment une volée de grenades dans l'eau claire, un acte qui plonge le duc dans une panique totale, criant à Hajime d'arrêter. Cependant, ses protestations sont interrompues lorsqu'un monstre grotesque à plusieurs membres émerge soudainement de la surface. Le monstre ressemble à du sperme aromatisé et est plus rapide qu'il n'en a l'air, mais il n'est pas de taille face à Hajime et son équipe. Il l'enferme rapidement dans une membrane scintillante d'énergie, le rendant impuissant avant de l'exécuter avec une explosion décisive. La menace immédiate est écartée, mais l'eau reste contaminée. Tio, avec sa sagesse draconique ancienne, rassure le duc que l'oasis est alimentée par un flux constant d'eau fraîche.
Après la bataille, Hajime affirme que le monstre était contrôlé par quelqu'un, confirmant son soupçon que les démons, comme le président d'Israël, étaient derrière l'attaque. À l'intérieur des halls, le duc Zengen déclare Hajime et ses compagnons les sauveurs de leur nation. Hajime, fidèle à son cynisme habituel, n'accepte pas les éloges, malgré le fait que les habitants de la ville se réjouissent de leur victoire. Avec la ville stabilisée, le groupe se prépare à partir pour le grand volcan Gruen. Kaori et Miyu annoncent qu'elles resteront pour continuer à soigner les malades et offrir un soutien moral aux hommes. Dans un moment de calme avant son départ, Kaori demande à Hajime de revenir sain et sauf, sa douceur masquant une détermination inébranlable. Le voyage dans la région volcanique est une épreuve en soi. L'air devient une vague de chaleur suffocante qui laisse Shea flétri comme un lapin cuit. Sio trouve naturellement la température brûlante assez confortable. Ils trouvent bientôt l'entrée du labyrinthe et avancent dans les tunnels de lave. En s'avançant avec précaution, ils aperçoivent quelques petits éclats de la précieuse pierre silencieuse, mais il est clair que les niveaux supérieurs ont été épuisés. Pour obtenir ce dont ils ont besoin, ils devront s'aventurer plus profondément que n'importe quel aventurier auparavant. Cependant, leur descente est rapidement interrompue par un golem forgé à partir de roches en fusion. Dès que le golem lance une attaque, Yue libère immédiatement un trou noir, piégeant l'attaque en fusion à l'intérieur du corps stupide du petit golem. Tandis que Hajime pointe son arme sur le monstre, Shea intervient pour tester son nouveau marteau de guerre. Avec un cri tonitruant, elle délivre un seul coup dévastateur. Le convertisseur d'énergie cinétique du marteau amplifie l'impact à un tel degré qu'il ne vaporise pas seulement le monstre, mais creuse également un énorme cratère dans le mur de la caverne. Cette démonstration de pouvoir impressionne même le petit Zizimu de Hajime. Forcé de prendre une pause à cause de la chaleur oppressante, le groupe discute de la nature de leur quête. Les filles déchaînent un mélange de pouvoirs magiques pour se garder au frais dans le donjon volcanique. À ce moment-là, Tio émet une hypothèse fascinante. Théorie selon laquelle chacun des grands labyrinthes est conçu avec un concept spécifique pour tester les challengers. Orcus était un test d'expérience de combat, Ryzen un test de combat sans mana, et ce volcan, elle suppose, est un test de maintien de la concentration et de réaction aux attaques surprises sous pression environnementale extrême. Hajime est impressionné par cette logique, mais il est plus impressionné par les sacs d'air suintants et répugnants qui se trouvent devant lui. En choisissant un raccourci, ils prennent un bateau magiquement protégé pour descendre une rivière de magma en fusion, une expérience semblable à un tour de montagne russe à couper le souffle. La rivière les dépose dans une caverne circulaire colossale. En son centre se trouve une île rocheuse, et les murs sont incrustés exactement de 100 gemmes rouges lumineuses. C'est sans aucun doute l'épreuve finale, car tout le monde convient que cette île est la source de toute la misère qu'ils vivent. Alors qu'Hajime se prépare à enquêter sur l'île, la lave autour d'eux jaillit comme la tête de John F. Kennedy. Des centaines de morceaux de lave émergent et foncent droit sur leur petit bateau fragile. Ils réussissent tous à se mettre en sécurité et Hajime décide d'enquêter sur les attaques. Juste au moment où il s'apprête à explorer l'île, 10 serpents faits de lave pure surgissent, leur corps se régénérant instantanément de tout dommage. L'œil démoniaque d'Hajime discerne la vérité. Chaque serpent est alimenté par un cristal de mana caché, et la seule manière de les rendre inoffensifs est de détruire le noyau. De plus, il réalise que le nombre de serpents correspond aux gemmes sur le mur, le test est clair. Ils doivent vaincre 100 de ces monstres régénérants dans cette chaleur infernale. Ce qui suit n'est pas une bataille désespérée, mais un chaos compétitif et une mêlée générale. Tio, Shea et Yue commencent à rivaliser pour le plus de victimes, chacun déclarant la récompense qu'ils veulent de Hajime. Tio veut être prise comme Bonnie Blue, Shea veut une récompense à elle, et Yue exige une activité de pénétration intense plus tard dans la nuit. Ils déchaînent ensuite une salve spectaculaire et écrasante de magie et de force brute, avec le sort de verre de foudre de Yue s'avérant si dévastateur que Shea déclare que son niveau de puissance est complètement buggé. Ils traversent la horde et alors que le dernier des 100 serpents se dissout dans le magma, un bref sentiment de triomphe emplit l'air. Hajime déclare que leur conquête du grand volcan Gruen est terminée, mais juste au moment où les mots quittent tes lèvres, un faisceau de lumière cramoisie, fin comme un crayon et incroyablement rapide, descend d'un point invisible haut dans le ciel. Il frappe Hajime en plein cœur, transperçant ses défenses et le projetant au sol dans une explosion assourdissante. Yuka est horrifiée par cela, car elle ne serait pas protégée si Hajime mourait. Le cri horrifié de Yuka déchire l'air en fusion avec un son de pure angoisse, alors qu'elle regarde le corps inconscient d'Hajime flotter comme une feuille morte. Se précipitant à ses côtés, elle ignore sa propre sécurité, son esprit un tourbillon frénétique de peur et de désespoir. Elle berce sa tête et verse un flacon d'ambroisie salvatrice dans sa bouche. Juste au moment où elle le fait, un deuxième faisceau d'énergie, encore plus puissant, se matérialise haut dans le ciel, fonçant vers eux en hurlant. Mais cette fois, son groupe est prêt, Tio lève une barrière défensive puissante, tandis que Shea, avec un rugissement guttural, intercepte le coup avec un vortex tourbillonnant de magie du vent, les deux parvenant tout juste à dévier l'attaque cataclysmique. Des ombres émergent leur embuscadeur, le général démoniaque Fried Bagua, flanqué d'une horde de dragons chimériques redoutables. Juste au moment où Fried prononce son discours d'entrée classique de méchant, Hajime fait son discours classique de héros. Cela fait que les filles laissent couler du jus sous leurs jambes immédiatement.
Fried ricane depuis son perchoir, impressionné mais agacé que Hajime ait survécu à un coup direct d'une attaque de souffle de dragon. Appuyé contre un rocher, Hajime exige de connaître l'identité de son attaquant, s'interrogeant sur le nombre de magies anciennes qu'il possède. Fried, apparemment amateur de monologues dramatiques de méchants, déclare qu'il ne sert à rien de faire les présentations pour un homme qui est sur le point de mourir. Hajime le réprimande pour ses mauvaises manières avant de demander nonchalamment des nouvelles de l'ancien associé de Fried, Rhys, à qui Hajime avait personnellement enlevé le bras. Ce commentaire frappe Fried comme un missile russe. Enragé par cela, il se présente formellement comme l'apôtre obéissant de Dieu, ici pour infliger un châtiment divin aux païens. Il se vante qu'après avoir acquis un pouvoir ancien, son Dieu lui a parlé directement, le nommant pour une mission sacrée. Hajime se moque simplement de l'illusion réservée uniquement aux filles sur TikTok. La confrontation tendue se termine avec les deux hommes déclarant que l'autre est un obstacle sur leur chemin, un ennemi à annihiler complètement. Alors que l'équipe des héros se tient fièrement ensemble, ils s'unissent pour lancer une attaque contre Fried, mais elle est bloquée sans effort par sa barrière magique. Soudainement, Fried se téléporte derrière Hajime, qui se précipite sur lui avec la même attaque de lumière blanche qu'auparavant. La bataille qui s'ensuit est un spectacle chaotique de force écrasante. Alors que Shea et Tio affrontent les puissants dragons, Hajime fournit un tir de couverture, seulement pour découvrir que ses balles crépitent inutilement contre les défenses magiques impénétrables de Fried. Réalisant qu'une approche conventionnelle est futile, Fried commence un long chant menaçant comme les prêtres dans les laboratoires de scientologie. Dieu reconnaît immédiatement l'incantation pour une magie de l'âge des dieux et se déplace pour intercepter, mais elle est trop tard. Maintenant, Fried déchire un trou dans le tissu même de la réalité, créant un couloir vers le royaume divin. Avec un sourire glaçant, il libère Faille Cosmique, une attaque dévastatrice qui contourne toutes les défenses. L'explosion envoie Hajime vers le bord de la plateforme, son corps vacillant dangereusement au-dessus de la lave en fusion en dessous. Heureusement, l'intervention de dernière seconde de Tio sauve son zizi de prendre feu. Alors qu'elle lutte pour tenir bon, son esprit revient à un souvenir douloureux, le jour où son père a déclaré que la race Dragonborn, désormais considérée comme ennemie de Dieu, devait se cacher pour survivre à une chasse génocidaire. Le père de Tio lui avait inculqué leur principe le plus sacré. Sans vertu, ils n'étaient que des accessoires pour Hollywood. Mais tant qu'ils brandissaient l'épée de la raison, ils resteraient des Dragonborn nobles. De retour au présent, Hajime, poussé à sa limite absolue, déclenche son atout, une nuée de drones CrossFit télécommandés qui attaquent Fried avec un barrage incessant de coups de feu sous tous les angles imaginables. Il suit avec un tir concentré de son canon, et juste au moment où il est sur le point de se connecter, Fried devient visiblement anxieux comme Jordan Peterson lors d'un débat. À la dernière seconde, alors qu'il tente de s'échapper, il est projeté comme un sac de frappe. Teo, consumé par une lumière aveuglante, subit une transformation terrifiante. Sa forme humaine se dissout, remplacée par la figure majestueuse et colossale d'un dragon noir ébène. La révélation laisse Fried complètement stupéfait, car les Dragonborn étaient censés avoir été anéantis il y a des siècles. Avant même qu'il puisse assimiler cette révélation, Tio déclenche un torrent de flammes noires, un souffle de dragon nauséabond qui l'engloutit complètement. L'attaque est dévastatrice. Mais étonnamment, Fried survit, son propre pouvoir le protégeant de l'anéantissement total. Juste au moment où la bataille atteint son apogée, Hajime se téléporte derrière lui et charge, forçant Fried à battre en retraite. Mais Hajime, battu et épuisé, s'effondre alors que son arme en lévitation se désactive, le laissant vulnérable. Tio le soulève facilement, mais étonnamment, Fried ne frappe pas. Au lieu de cela, il décide de terminer le combat en un geste décisif, admettant ouvertement que la volonté inébranlable de Hajime de survivre est son trait le plus terrifiant. Pourtant, le héros refuse de reculer, souriant comme s'il était dans un club de striptease. Fried opte pour une solution bien plus mortelle. Avec un sort puissant, il brise la pierre angulaire du labyrinthe. L'effet est immédiat et catastrophique. La totalité de la caverne commence à trembler comme un adolescent dans son lit. La mer de magma gonfle et monte à une vitesse alarmante. Friedy explique que l'état de dormance prolongé du volcan était maintenu artificiellement par la pierre angulaire. Maintenant qu'elle est détruite, une super éruption est inévitable. Il ricane de manière maniaque comme Kamala Harris, déclarant que Hajime et ses compagnons périront ici, ensevelis sous une montagne de feu et de roches. Tandis que ses compagnons fixent avec horreur leur mort imminente, l'esprit de Hajime travaille avec une clarté glaçante. Il attrape les énormes melons de Tio avec urgence. Elle interprète d'abord son geste comme lui disant qu'il la considère indigne de mourir à ses côtés. Mais il clarifie rapidement que Hajime n'a rien abandonné. Il conquérera ce labyrinthe, il obtiendra les pierres silencieuses, il vaincra Fried un jour, et il tiendra sa promesse à Ankaji, mais il ne peut pas le faire sans son soutien. Seul Tio a la force de percer le plafond qui s'effondre et de ramener les pierres à la ville avant qu'il ne soit trop tard. Ces mots, plus une supplication désespérée qu'un ordre, touchent une corde sensible à l'intérieur du pantalon de Tio. Les larmes aux yeux, elle accepte la mission. Hajime lui demande ensuite de transmettre un message à Kaori qu'il veut lui briser le derrière dès que possible. Avec son objectif bien clair, Tio se lance vers le haut, embrassant la douleur des débris tombants, sa capacité unique de conversion de la douleur transformant chaque coup agonisant en puissance brute. Même si les attaques ennemies continuent, elle traverse le plafond qui s'effondre et éclate dans le ciel ouvert, une traînée noire contre le volcan en éruption. Fried regarde avec incrédulité, jurant de traquer le dragon, mais avant qu'il ne puisse agir,
tout l'arsenal de Hajime se verrouille sur lui. Sans hésitation, Hajime tire, réduisant Fried en miettes, alors que toute la montagne volcanique s'effondre dans un spectacle cataclysmique se dissolvant sous les yeux même de Tio. La scène se déplace vers les tranquilles jardins du royaume de Hili, où Shizuku est interrompue pendant son entraînement en solo par un malicieux chat à poils longs. Elle baisse brièvement sa garde sévère, réprimandant affectueusement la créature espiègle. Cependant, son rare moment de douceur est immédiatement remarqué par la princesse Liliana, ce qui provoque une profonde gêne chez Shizuku. La conversation devient rapidement sérieuse lorsque Liliana annonce de mauvaises nouvelles. Le royaume et l'église envisagent de qualifier Hajime d'hérétique, un homme qui défie les ordres divins du royaume. Pendant ce temps, au fond d'une forêt sombre, Daisuke bouillonne de rage, maudissant le cruel coup du sort qui a permis à Hajime de vivre. Une voix féminine séduisante et désincarnée s'insinue dans son esprit, attisant les flammes de la jalousie et lui rappelant que sa bien-aimée Kaori a été enlevée. La voix propose un marché glaçant. S'il coopère, elle exaucera ses désirs les plus profonds et obscurs. Dévoré par la haine et la soif de vengeance, Daisuke écoute, son destin désormais lié à celui d'un manipulateur sinistre et invisible. D'un autre côté, un dragon grièvement blessé tombe du ciel, s'écrasant dans le sable aux abords d'Ankaji avec suffisamment de force pour creuser un cratère peu profond. Ce n'est pas un dragon ordinaire, c'est une Tio meurtrie et ensanglantée, ses vêtements déchirés et son corps couvert de bleu. Alors que les gardes stupéfaits regardent ces récipients de lait, Kaori se précipite à ses côtés, son esprit s'emballant avec les pires scénarios possibles. Entre ses dents serrées, Tio esquisse un faible mais rassurant sourire, faisant de son mieux pour calmer son ami paniqué. Elle explique que Hajime n'était en rien pessimiste lorsqu'ils se sont séparés, et assure avec confiance à Kaori qu'il reviendra comme si de rien n'était. Les mots fonctionnent comme un puissant charme. La peur de Kaori fond, remplacée par une certitude inébranlable. Elle connaît son Hajime. Pour lui, une éruption volcanique est la même chose qu'une éjaculation volcanique. Il survivrait, sortant de l'enfer comme si de rien n'était. Cependant, Kaori veut être prête pour lui quand il arrivera. Pendant ce temps, loin du chaos, l'architecte de cette destruction est toujours en vie. Hajime flotte dans une étrange étendue sereine, un vide infini d'eau bleue scintillante, avec Yue reposant sur son saucisson. Cela fait des jours depuis l'éruption volcanique projetée. Le corps de Hajime élimine lentement le poison persistant de l'attaque lumineuse brûlante de Fried, tandis que Yue retrouve ses forces après avoir reçu une transfusion sanguine salvatrice de Shei, maintenant inconsciente. Alors qu'ils dérivent dans le calme, ils réfléchissent à leur fortune absurde. Ils ont réussi à survivre à un super volcan, seulement pour se retrouver coincés dans une dimension inconnue. Leur récupération silencieuse est soudainement interrompue lorsqu'un immense cercle magique complexe se matérialise devant eux. Rayonnant d'énergie divine, il est révélé comme la récompense finale du créateur du labyrinthe, Nies Gruen. Le cercle contient les secrets de la magie spatiale, le pouvoir même que Fried a utilisé pour se téléporter et les attaquer. À côté, c'est un simple message sincère de Nies, exprimant son espoir que l'avenir de l'humanité sera guidé par le libre arbitre. Avec la preuve de la conquête et la magie ancienne sécurisée, il ne reste qu'un problème. Sortir le labyrinthe au-dessus d'eux n'est plus qu'un tombeau solide de lave durcie. Mais Hajime a un plan ridiculement surpréparé qu'il a vu une fois sur TikTok. Il révèle qu'il avait déjà construit un sous-marin à la pointe de la technologie en prévision de leur prochain labyrinthe. Sans perdre une seconde, il rassemble leurs pouvoirs magiques pour ouvrir un chemin à travers la lave et localiser le navire Hajime, prétend qu'un essai en mer de magma lui vaut pratiquement une licence en Rising. Il appelle le vaisseau, qui est une embarcation noire obsidienne élégante, et le groupe monte à bord. Mais leur évasion est tout sauf fluide. La pression violente et tumultueuse de la chambre magmatique post-éruption saisit le sous-marin, le secouant comme un jouet. Au lieu d'être propulsés vers le haut, ils sont traînés en diagonale vers le bas comme un mouvement classique de droite. Tirés plus profondément dans le noyau brûlant de la planète piégée et impuissant, ils ne peuvent que se préparer pour un voyage vers une destination inconnue. Même face à cette plongée terrifiante, Yue et Shei, même dans son état inconscient, réaffirment leur foi inébranlable. Ils sont prêts à suivre Hajime jusqu'aux extrémités de la Terre ou directement vers son machin velu. Après un voyage souterrain brutal qui épuise leurs munitions, Yue est forcé d'utiliser les énormes réserves de sang de Shei pour continuer à combattre des créatures monstrueuses. Leur vaisseau est expulsé sans ménagement dans les profondeurs froides et sombres d'un océan. Les trois guerriers remontent à la surface dans l'air salé et sous un ciel qu'ils pensaient ne jamais revoir. Alors qu'ils partagent leurs espiègleries, ils attrapent des poissons de l'océan et les dévorent crus comme un Bear Grylls affamé. Cependant, cela ne passe pas inaperçu. Une patrouille de soldats, déconcertée par l'apparition soudaine d'un sous-marin futuriste, les entoure immédiatement. Cela provoque Hajime à s'étouffer avec le poisson, manquant de peu de s'auto-éliminer dans le processus. Alors que Shea essaie de calmer la situation, un soldat tente de l'attaquer. Hajime le frappe avec un poisson comme un joueur de cricket, visant un coup de circuit. Avant que Hajime ne recourt à sa diplomatie violente habituelle, Miyu est vue tombant du ciel comme une météorite. Tio vole à côté d'elle, mais Hajime se propulse pour attraper la petite fille en sécurité.
Miyu est vraiment contente de le voir, et Hajime la réprimande doucement pour avoir sauté dans le ciel. Kaori exprime également à quel point elle était inquiète et le serre dans ses bras. Le moment tendre est bien sûr immédiatement gâché par Tio, qui le plaque dans un câlin séducteur en exigeant bruyamment une pénétration cette nuit-là au lit. Quelques instants plus tard, le groupe se dirige vers une ville appelée Hiruzen, où ils sont arrêtés par les gardes, mais après avoir confirmé que Hajime a du courage à revendre, ils décident de les laisser passer. Il s'avère que Miyu est née à Hiruzen et elle veut rencontrer sa mère. Alors que les filles suivent de Miyu et Hajime, elles marchent toutes vers la maison de la petite fille. À leur arrivée sur les lieux, la mère de Miyu, Rumia, une belle femme au visage aimable, boitille sur une jambe gravement blessée, une blessure qu'elle a subie à cause des ravisseurs qui ont enlevé Miyu. Après ces retrouvailles émouvantes, Hajime s'approche de Rumia et la porte comme un sac de pommes de terre. Plus tard, ils entrent dans la maison où Kaori se met immédiatement au travail, promettant une récupération complète de la jambe de Rumia. Submergée de gratitude, Rumia propose de rembourser Hajime avec toute sa vie, une proposition séduisante et ludique qui fait instantanément chuter la température autour de Yue et Kaori de plusieurs degrés. Rumia, vive et spirituelle, remarque la popularité de Hajime avec un sourire complice, demandant à Miyu sur un ton taquin si elle veut un papa. Miyu, avec la sagesse simple d'une enfant, dit simplement « papa et papa ». Cette déclaration laisse Hajime déconcerté, car il en a assez de tremper sa saucisse dans des substances collantes entre les jambes des filles. La scène revient à la cage dorée du royaume de Haile. Aiko Sensei, leur ancienne enseignante, parle avec Shizuku, le visage marqué par l'inquiétude. Elle raconte sa propre expérience de mort imminente et comment Hajime l'avait sauvée, réfléchissant que malgré sa transformation monstrueuse, son ding-dong est toujours tendre et chaud. Mais leur conversation prend une tournure sombre. Shizuku la presse pour des nouvelles de la capitale et Aiko délivre le verdict sinistre. Le roi et l'église, agissant de manière étrange et ignorant toutes ces objections, ont officiellement marqué Hajime comme hérétique. Le garçon qui a sauvé une ville et son enseignant est maintenant un ennemi de l'État. Le royaume a décrit Hajime comme un pion dangereux dans un jeu politique dont les règles sont secrètement réécrites par une force inconnue et sinistre. Avec Miyu réunie en toute sécurité avec sa mère, le temps de la détente était terminé. Leur prochain objectif apparaissait à l'horizon, les ruines englouties de Mélusine. À bord du sous-marin de Hajime, les filles se débarrassent de toutes leurs impuretés sous la douche. Kaori sort à la recherche de Hajime, seulement pour le trouver sur le dessus du sous-marin. Elle se tient à côté de lui, remarquant à quel point le soleil couchant ressemble à une peinture dans des tons d'orange et d'or. Hajime est d'accord. Leur temps dans ce monde a été si chaotique que chaque jour peut sembler durer une année. Juste à ce moment-là, une Yue jalouse espionne et en quelques secondes, toute la flotte féminine arrive sur les lieux. Alors que la nuit tombe et que la lune projette une lueur argentée sur l'eau, tout le monde regarde la lune comme une bande de fous. Le calme et le moment de paix sont un cadeau rare. Hajime décide que le moment est propice et sort l'artefact semblable à une boussole qu'il a reçue comme preuve de conquête du grand volcan Gruen. Alors qu'il canalise une petite quantité de mana dedans, l'appareil s'anime, émettant une douce lumière éthérée. Tandis que les filles perdent la tête, un faisceau d'énergie jaillit de la boussole, perçant l'obscurité et pointant directement vers les profondeurs de l'océan, éclairant un chemin pour elles. Bientôt, le sous-marin entre dans une grotte sous l'océan, ce qui aurait été impossible à trouver sans le compas laser. Avec leur cap fixé, Hajime pilote le sous-marin vers les profondeurs, suivant le courant magique. Le voyage devient rapidement turbulent alors qu'ils sont pris dans un puissant tourbillon induit magiquement, les tirant vers leur destination avec une force incroyable. Leur descente est interrompue par l'apparition d'un énorme monstre marin serpentin, sa forme rayonnant d'une aura noire-rouge malveillante. Pour Hajime, ce n'est pas une menace, c'est un test sur le terrain. Il déploie calmement un nouvel ensemble de drones sous-marins qui traversent l'eau et anéantissent la bête avec une précision chirurgicale. Après avoir éliminé 4 autres monstres identiques qui apparaissent à des intervalles précis en forme de pentagramme, ils arrivent à l'entrée, une grotte sombre et discrète taillée dans une montagne sous-marine. Les filles n'arrivent pas à croire que ce protagoniste d'anime est un mec cool et commencent à être excitées sur leur siège. Le pentagramme s'ouvre lentement et Hajime dirige son sous-marin dans la grotte. Le labyrinthe est une série de cavernes sinueuses et humides. Le niveau de l'eau commence à monter régulièrement, obligeant le groupe à patauger. Yue, saisissant l'occasion, s'installe confortablement sur les épaules de Hajime, un geste qui lui vaut un regard jaloux et aigu de toutes les filles dans cette petite grotte sale. Dans un moment de pique enfantine, Kaori l'appelle Yu-chan, un titre généralement réservé aux enfants comme Miyu. Mais Yu-chan dit simplement à Kaori que ses melons sentent le lait périmé. Leur dispute est interrompue par l'apparition des monstres du labyrinthe. Ces créatures sont pathétiquement faibles, des créatures semblables à des limaces qui se dissolvent avec un minimum d'effort. À ce stade, Hajime devient méfiant, car pour un grand labyrinthe, ses ennemis sont trop faciles à vaincre. Son soupçon est confirmé quelques instants plus tard, lorsqu'une créature colossale, translucide et verte, semblable à de la gelée, suinte des murs comme si elle appartenait au corps de Johnny Sins. C'est le vrai gardien. La créature est imperméable à leurs attaques,
car les flammes puissantes de Hajime s'éteignent instantanément et même la magie de Yue disparaît au contact. Hajime réalise rapidement que la gelée elle-même dissout la magie. Avant qu'il ne puisse former une nouvelle stratégie, la créature émerge complètement des profondeurs et prend la forme d'un papillon de nuit géant. Dès qu'elle attaque, Hajime et son équipe déclenchent leur propre barrage, Kaori crée un bouclier massif autour d'eux, tandis que Yue, Tio et Hajime ripostent de toute leur force. L'œil démoniaque de Hajime révèle la terrifiante vérité, la caverne elle-même et la créature. Ils ont été piégés dans son ventre depuis le début. Alors que les murs acides se rapprochent, Hajime réagit rapidement en tirant une balle explosive sur le sol, créant un trou qui mène à une caverne en dessous. Même les filles donnent tout pour le soutenir, mais la créature est implacable, les forçant à tomber dans l'obscurité. Hajime atterrit durement sur son derrière, amortissant la chute de Kaori. Ils sont seuls dans cet endroit semblable à une île, séparés des autres dans le chaos. Kaori, étourdi et désorienté, lui pose soudainement une question qui la préoccupe depuis un moment. Pourquoi a-t-il choisi de la sauver, elle et non Yue ? La réponse de Hajime est brutalement pratique. Yue, explique-t-il, est plus que capable de prendre soin d'elle-même. Et puis, il a déjà vaincu cette fille la semaine dernière, sa confiance inébranlable laisse Kaori sans voix alors qu'une nouvelle vague d'insécurité l'envahit. Maintenant, alors qu'il marche plus loin, il se retrouve dans un vaste cimetière sous-marin de navires de guerre abandonnés, vestige d'un conflit depuis longtemps oublié. Juste au moment où il commence à explorer, le silence de Kaori est brisé lorsque des soldats fantomatiques apparaissent tout autour d'eux. Les deux guerriers ont du mal à en croire leurs yeux alors qu'une bataille à grande échelle se déroule devant eux. Soudain, une pluie de boulets de canon enflammés s'abat, mais Kaori les bloque avec son bouclier magique. À ce moment-là, Hajime réalise que les attaques physiques ne fonctionneront pas dans ce labyrinthe, car seules les attaques imprégnées de pouvoirs magiques peuvent disperser les fantômes Kaori, forcés de défendre ses contenants de lait de 5 livres, et visiblement secoués par l'acte de frapper ses esprits, même s'ils ne sont pas réels. Elle s'excuse pour son hésitation, une habitude qui commence à peser sur Hajime. Mais pour Hajime, l'épreuve réelle n'est pas l'armée fantomatique. C'est Kaori elle-même, il lui fait face et la confronte. Bien que son ton soit dépouillé de son sarcasme habituel, Hajime critique ses excuses constantes, ses sourires forcés et son regard baissé. Il la compare à Shea qui, malgré ses propres faiblesses, ne s'est jamais laissé écraser par des sentiments d'infériorité. Puis vient le coup verbal que Kaori a besoin d'entendre. Hajime la regarde dans les yeux et déclare avec une conviction absolue qu'il aime Yue et que cela ne changera jamais. Si être près de lui ne lui cause que de la douleur et des sentiments de défaite, alors elle ne devrait pas être là. Il dit à Kaori sans détour que dans son état actuel, elle le retient en arrière. Ces mots sont durs, non par méchanceté, mais pour la défier, pour l'inciter à trouver sa propre raison de mener ce combat. Ou par. La scène coupe alors aux salles dorées du royaume de Ili. Aiko Sensei est approchée par une nonne à l'air serein, qui l'informe qu'elle doit être escortée à la montagne divine. Aiko refuse poliment, disant qu'elle doit se faire plaisir avec sa toute nouvelle, mais la nonne s'approche calmement d'elle et tente d'utiliser un sortilège de charme puissant. Heureusement, Aiko est protégée par son statut divin de déesse de la fertilité et résiste inconsciemment à l'attaque. Depuis derrière un pilier proche, la princesse Liliana horrifiée assiste à toute la scène, désormais seule spectatrice de la sombre conspiration qui consume son royaume de l'intérieur. Dans le silence inquiétant du cimetière de navires sous-marins, les mots de Hajime flottent dans l'air, lourds et tranchants comme des éclats d'obus. Il explique son raisonnement avec une honnêteté brutale. Il a permis à Kaori de venir parce que, comme Shea, elle semblait avoir la conviction inébranlable que c'était le bon chemin pour elle. Kaori savait qu'il fréquentait une autre fille, mais elle a choisi de le suivre quand même. Hajime respectait cette détermination, mais maintenant cette conviction a été remplacée par un flot constant d'excuses et une ombre d'infériorité. Hajime lui donne un ultimatum, sa voix ferme mais pas entièrement méchante. Kaori doit réévaluer pourquoi elle est ici. Si elle décide que ce chemin est trop douloureux, il l'accompagnera personnellement en sécurité aux côtés de Shizuku. Avant qu'elle ne puisse répondre, le monde spectral autour d'eux change encore une fois, le cimetière lugubre se dissout et ils se retrouvent sur le pont d'un magnifique paquebot entièrement restauré, baigné dans la douce lueur des lanternes. Ils sont entourés d'humains élégamment vêtus, de bêtes et même de démons, tous se mêlant et riant ensemble lors d'une somptueuse fête à thème d'Idi. Un roi monte sur une grande scène, sa voix résonnant de joie alors qu'il célèbre le premier anniversaire du traité de paix qui a mis fin à une guerre longue et brutale. La scène est si sincèrement pleine d'espoir, si prometteuse, qu'elle donne à Kiori un moment de pause. Peut-être que leur supposant sur le thème sombre du labyrinthe était erroné. Cependant, l'espoir de Kaori est violemment brisé. L'expression bienveillante du roi se tord en un masque de haine fanatique pure. Il se moque du traité de paix qu'il considère comme la plus grande des folies, crachant sur l'idée même de partager un toast avec des animaux impurs et des païens. Il déclare que les races maléfiques abandonnées par le seul vrai dieu nommé Eshet ne seront plus tolérées. Dans un cri glaçant, le roi annonce qu'il ne peut y avoir de paix sans annihilation totale, et il est ravi d'avoir rassemblé tous les dignitaires étrangers en un seul endroit pour un grand massacre comme des sénateurs américains en Israël. Sur son ordre, ses chevaliers sortent leurs épées,
Et la joyeuse célébration se transforme en un massacre horrible. Une pièce macabre de trahison et de fanatisme qui force Kaori à regarder en silence stupéfait lorsque l'illusion s'estompe finalement, les laissant de nouveau dans les ruines sombres et silencieuses. Kaori est visiblement secouée par la figure noire qu'elle a dans sa poche. Il suppose que la vision était destinée à leur montrer les profondeurs de la folie du dieu Ihit avant qu'il n'explore le navire. Alors qu'il s'aventure dans les couloirs du vaisseau, une nouvelle menace émerge. Une toile de fils tranchant comme des rasoirs que Mate réalise, un piège physique qui les sépare. Hajime est pris en embuscade par plus de soldats spectraux, tandis que Kaori est laissée seule, le cœur battant à tout rompre. Soudain, elle entend la voix d'Hajime. Il apparaît devant elle et elle marche doucement vers lui, ressentant un profond soulagement l'envahir. Mais quand il la serre contre lui, l'étreinte de Hajime semble fausse. Les mots sont une alarme stridente. Avant que l'imposteur ne puisse agir, une balle imprégnée de magie traverse sa tête. Hajime se tient au-dessus d'elle avec un pistolet fumant à la main. La créature portant le visage de Kaori tente de susciter de la sympathie, mais Hajime tire une autre balle dans sa tête vide. Malgré cela, la créature essaie de jouer à ses jeux, mais l'expression de Hajime est glaciale. Il a vu clair dans la ruse depuis le début. L'entité, un esprit maléfique possédant le corps de Kaori, essaie de l'utiliser comme bouclier, mais Hajime est implacable. Il explique que ses munitions magiques sont conçues pour ne nuire qu'à l'entité spectrale, lui causant une douleur atroce, sans laisser une seule égratignure sur le corps physique de Kaori. L'esprit menace de détruire l'âme de Kaori s'il continue, mais Hajime dit que c'est du bluff. Il expose calmement son plan. Puisqu'il ne peut pas tuer l'esprit sans nuire à Kaori, il le gardera simplement en vie et le torturera avec toutes les formes de douleur imaginables jusqu'à ce qu'il supplie d'être libéré de son corps. Il lui promet une éternité de souffrance pour avoir osé menacer quelqu'un d'important pour lui. Terrifié par sa cruauté froide et méthodique, l'esprit pousse un cri et fuit le corps de Kaori, aspirant tout le liquide qui est dans son ping-pong. Alors que la véritable Kaori reprend connaissance, elle le regarde, ses yeux clairs et remplis d'une nouvelle détermination. Elle donne alors à Hajime un baiser sale et gluant et lui confesse doucement son amour pour lui. Hajime est pris par surprise par cela, mais Kaori reconnaît qu'elle sera toujours jalouse de Yue, qu'elle ressentira de la douleur et de l'infériorité. Mais elle sait maintenant avec une certitude absolue que reculer ici serait un bien plus grand regret que toute douleur qu'elle pourrait ressentir à ses côtés. Son meilleur et plus vrai chemin est de rester avec lui comme une véritable perdante soumise. Entendant la conviction inébranlable de nouveau dans sa voix, Hajime accepte simplement son marché et déclare que son procès est terminé et qu'elle peut rester dans son équipe. Avec sa détermination renouvelée, il traverse le couloir et trouve le cœur du labyrinthe. Il remonte à la surface, mais l'endroit est étrangement calme et vide. Rapidement, il retrouve Yue, She et Tio, qui ont réussi à surmonter leurs propres épreuves. Kairi, désormais sans hésitation, partage immédiatement l'histoire de comment elle a rendu Hajime difficile plus tôt devant tout le monde. Une déclaration audacieuse qu'elle a fini d'être passive, elle accepte ouvertement le défi de Yue, prête à se battre pour sa place. Avec le groupe de nouveau au complet, ils découvrent le dernier prix, l'ancienne magie de la restauration, et la preuve de conquête du labyrinthe. Mais leur victoire est de courte durée. Au moment où ils revendiquent leur prix, toute la structure commence à s'effondrer et ils sont expulsés de force dans l'océan ouvert, directement dans le chemin du colossal monstre méduse immortel qu'ils appellent maintenant le Dévoreur. La bête est encore plus redoutable dans son habitat naturel, contrôlant la mer elle-même. Alors que Hajime formule un plan désespéré de 3 minutes pour surchauffer l'eau et vaporiser la créature plus vite qu'elle ne peut se régénérer, ils sont sauvés par un allié inattendu. Misan, un poisson semblable à un shad qui est un ami de la mère de Miu Derizen, apparaît avec une école de puissantes créatures ressemblant à des poissons, leur offrant le temps précieux dont ils ont besoin. Avec un rugissement tonitruant, Hajime déclenche son attaque et le dévoreur est finalement anéanti dans une énorme explosion sous-marine. La scène se déplace de nouveau vers le royaume de Ili, où 3 jours se sont écoulés. Shizuku et le groupe des héros s'inquiètent de plus en plus. Aiko Sensei est allé à la montagne divine et n'est pas revenu. La princesse Liliana est également portée disparue, tout comme les gardes personnels d'Aiko. Le commandant Meld confirme leurs craintes, révélant qu'il mène sa propre enquête secrète sur les disparitions étranges. L'atmosphère dans la capitale est plus pesante que le derrière de Kim Kardashian, avec la paranoïa et une odeur de conspiration. La vérité finale et terrifiante est alors révélée. Au plus profond de la montagne divine, Aiko se réveille dans une cellule de prison en pierre froide. La religieuse sinistre se tient à l'extérieur de ses barreaux, avec un sourire glaçant sur son visage. Elle explique que la présence d'Aiko est devenue un inconvénient pour les plans de son seigneur. L'étudiant, Hajime, se développe trop rapidement, conquérant les labyrinthes à un rythme anormal. Pour empêcher toute interférence supplémentaire de l'enseignante dévouée du garçon, leur dieu a décidé qu'il était temps pour elle d'être temporairement retirée du plateau de jeu. Quelques jours plus tard, le soleil inonde une chambre paisible à Erizen, où une petite silhouette s'efforce de réveiller son père. Miu frappe à plusieurs reprises le visage d'Hajime avec ses petites mains, annonçant joyeusement le début d'une nouvelle journée. Il se réveille avec un sourire, ce qui rend la petite fille incroyablement heureuse. À ce moment-là, Mayu, avec la curiosité sans filtre d'un enfant, demande à Hajime pourquoi il est toujours nu chaque fois que Yue est dans son lit. La question les secoue tous les deux, mais Yue désamorce rapidement la situation en affirmant qu'il fait chaud pendant l'été.
De plus, la petite fille demande avec curiosité pourquoi il a une érection sous la couverture, et il essaie désespérément d'expliquer les différences biologiques entre les garçons et les filles, une conversation qui laisse Mayu encore plus confuse. Heureusement, leur routine matinale maladroite est interrompue par Kaori qui les appelle pour un grand festin de petit déjeuner, les sauvant de questions encore plus inconfortables. À la table du petit déjeuner, entouré de ses compagnons animés, Hajime réfléchit à leur situation. Cela fait 6 jours depuis qu'ils sont revenus des ruines englouties de Melusine. Il est resté dans cette ville idyllique bien trop longtemps et il sait qu'ils doivent passer à autre chose. Mais l'idée de dire à Miyu est un poids lourd dans son estomac. Il imagine ses larmes, ses supplications pour qu'il reste, et cette pensée le paralyse. Son conflit intérieur est si palpable que tout son harem peut le ressentir. Plus tard, tout le monde va au bord de l'océan pour se baigner. Mais Hajime est introuvable. Il est dans un port éloigné, en train de travailler sur son équipement, tout en pensant à laisser Miyu seule. Pendant ce temps, la petite fille plonge la tête la première dans l'eau et Shea l'attend dehors. Mais cette fille lapin n'a aucune idée que Miyu a intelligemment enlevé son soutien-gorge, laissant ses seins pendiller comme des feux tricolores. D'un autre côté, Remia, la mère perspicace et avisée de Miyu, s'approche d'Hajime depuis l'eau. Elle le remercie non seulement d'avoir sauvé sa fille, mais aussi de se soucier autant de son bonheur. Remia révèle que tout le monde, y compris Miyu elle-même, sait qu'il doit partir bientôt. Elle explique que Miyu est assez âgée pour comprendre qu'elle ne peut pas le garder ici pour toujours. C'est pourquoi elle ne lui a jamais demandé de ne pas partir. La révélation frappe durement Hajime. Il ne peut pas laisser un enfant être plus mature et attentionné que lui. Cependant, Hajime ne comprend pas pourquoi cette nana, Remia, lui parle encore. Elle s'approche alors des parties intimes de Hajime et propose de caresser son saucisson avec sa bouche. Juste au moment où il est sur le point d'accepter l'offre, Yue, Tio et Kaori arrivent sur les lieux pour se moquer de cette femme dégoûtante. Quand Tio fait la même blague de saucisse, Hajime la frappe hors du parc comme une balle de cricket. Juste à ce moment-là, Miyu sort de l'eau avec le soutien-gorge de Shea et le donne à Hajime. Toutes les filles deviennent jalouses, alors elles proposent toutes d'enlever leur soutien-gorge pour le ministre Chad. Ce soir-là, alors que Hajime et Miyu sont assis sur le quai, il lui annonce enfin son départ. Il explique que lui et les autres partiront demain matin. L'expression de Miyu est triste mais il n'y a pas de larmes. Elle demande s'il sera toujours son papa même quand ils seront séparés. Il lui assure qu'il le sera si c'est ce qu'elle veut. Avec un petit sourire courageux, Miyu lui souhaite un bon voyage, mais demande à Hajime de venir la chercher une fois qu'il aura vaincu tous les monstres de cette planète maudite. Hajime essaie d'expliquer doucement qu'il se rend dans un endroit qui est incroyablement loin, mais la foi de Miyu est absolue. Si son papa peut y aller, elle le peut aussi, parce qu'elle est sa fille. Ému au-delà des mots par sa confiance inébranlable, Hajime fait une nouvelle promesse solennelle, il lui dit de l'attendre. Une fois son voyage terminé, il reviendra pour elle et l'emmènera avec lui dans sa ville natale au Japon. La promesse de voir le monde incroyable du Jack in the Box où son papa a grandi remplit Miyu d'une joie explosive, chassant toute la tristesse. Ce soir-là, toutes les filles s'assoient pour parler avec Hajime de l'avenir de Miyu dans ce village stupide. Elles discutent de la façon dont Hajime va revenir voir Miyu car elle est officiellement devenue sa fille officieuse. Juste à ce moment-là, Miyu arrive comme un fichu labrador et lui saute dans les bras comme si elle n'avait rien d'autre à faire dans sa fichue vie. Le lendemain matin, alors que le groupe se prépare à partir sur leur sous-marin, Miyu leur donne à chacun un petit amulette fait à la main pour leur porter chance. Elle se tient sur le quai avec sa mère, faisant ses adieux, non pas avec des larmes, mais avec un sourire lumineux et plein d'espoir, déjà impatiente du jour où son papa reviendra pour elle. Avec cela, Hajime et ses amis quittent le port, tandis que la petite fille leur fait signe au revoir comme s'ils allaient la voir depuis le sous-marin. Stupide fille, la scène passe violemment de la paisible ville côtière au froid et paranoïaque couloir du palais royal du royaume de Hila. Un phénomène sinistre, que les chevaliers ont surnommé le vide, se propage à travers le château, un malaise mystérieux qui vide les soldats de leur morale et de leur énergie, les laissant léthargiques et apathiques. Le commandant Meld, le chef inébranlable des chevaliers, est profondément troublé. Cependant, il affirme que le roi est loin d'être affecté. Au lieu de cela, il est devenu plus énergique et fanatique, parlant de livrer la punition de Dieu aux démons. Meld soupçonne une attaque magique d'origine démoniaque, mais ne peut pas comprendre comment ils ont pu infiltrer le palais si profondément. Dans un moment de désespoir silencieux, il écrit une lettre, un plan de contingence à livrer au duc Zengia d'Ankaji et à Hajime si le pire devait arriver. Sa solitude est interrompue par un coup à la porte. C'est Daisuke Ayama, affirmant qu'il a besoin de discuter de quelque chose d'important en privé, à l'écart de ses camarades de classe. Meld, toujours le commandant attentionné, l'invite à entrer, prêt à écouter ses problèmes familiaux. Alors qu'il s'assoit, Daisuke semble bizarrement anxieux, mais Meld n'y prête pas beaucoup d'attention. Juste à ce moment-là, un autre coup se fait entendre à la porte. Il s'avère que c'est José, l'un des lieutenants de Meld, avec un rapport urgent. Daisuke propose poliment d'attendre dehors, un geste qui semble tout à fait normal. Mais dès que Meld ouvre la porte, José se précipite vers son maître.
Meld réussit à esquiver les attaques pendant un certain temps, mais il semble que José ait été complètement endoctriné par le vide. Meld, un vétéran de d'innombrables batailles, tente d'incapaciter son subordonné endoctriné sans le tuer. Les deux sont enfermés dans une lutte désespérée et Meld ordonne à Daisuke de sauver sa vie. Mais alors qu'il crée une ouverture pour la fuite du garçon, une douleur lancinante éclate de son côté. Meld regarde avec incrédulité en bas pour voir l'acier froid et dur d'une épée transpercer son ventre. Daisuke, le garçon qu'il essayait de protéger, vient de lui porter le coup fatal. Dans un couloir sombre du palais royal, Shizuku et les filles du groupe de héros sont agitées, incapables de dormir. Un sentiment profond et inquiétant plane dans l'air. Leur recherche des gardes disparus de Aiko Sensei n'a rien donné, et leur foi en la capacité du commandant Meld à résoudre le mystère est leur seul réconfort, mais un nœud de peur se resserre dans leurs pantalons. Ils sentent que quelque chose coule le long de leurs jambes. Leurs instincts sont violemment corrects. Dans l'étude de Meld, la scène est chaotique et pleine de trahison. Le commandant est abasourdi, non pas par la douleur physique de l'épée de Daisuke dans son flanc, mais par le choc de l'acte lui-même. Il ne peut pas comprendre comment le garçon qu'il essayait de sauver a pu se retourner contre lui. Avant que Daisuke ne puisse porter un deuxième coup fatal, Meld réagit avec les instincts d'un guerrier aguerri. Il déclenche un puissant sort d'impact, Blitzhammer, qui les sépare lui et Daisuke, comme un combattant taliban classique, lui donnant quelques précieuses secondes de répit, mais malheureusement sa fuite est immédiatement coupée par ses propres chevaliers, leurs yeux vitrifiés, leurs lames désormais pointées sur lui. Il est maintenant entouré de ses subordonnés endoctrinés. Alors que Meld livre une bataille défensive désespérée contre ses propres hommes, il décide de battre en retraite et saute par la fenêtre. Cependant, il se sent légèrement seul, car personne ne semble l'attaquer. Juste à ce moment-là, une nouvelle figure entre dans la mêlée. Une femme masquée puissante, se déplaçant avec une vitesse et une grâce inhumaines, est vue en lévitation dans le ciel. Elle affirme que la mort de Meld est ce que veut Lord Idit. Sans plus attendre, elle utilise une magie brutale et désintègre Meld en minuscules atomes. D'un autre côté, Daisuke, remis de ses petites blessures, se vante du commandant mourant. Son visage un masque de satisfaction cruelle. Il semble avoir parlé à une femme mystérieuse au sujet du complot entourant le château ces derniers mois. Il comprend enfin que le complot est plus profond que celui du 11 septembre, et que l'élimination du commandant Meld n'était que le premier obstacle majeur à éliminer. La scène se déplace vers la route lumineuse et dégagée, où le véhicule de Hajime avance, un contraste saisissant avec l'intrigue sombre de la capitale. L'ambiance à l'intérieur du véhicule est légère, mais juste à ce moment-là, il remarque un petit problème insignifiant devant. Une caravane est attaquée par un grand groupe d'électeurs du parti républicain, tandis qu'un groupe de gardes stupides lutte pour briser la barrière défensive lancée par quelqu'un du château magique. Comme la barrière magique ne peut pas tenir longtemps, elle commence à se désintégrer. Juste à ce moment-là, Kaori le supplie de l'aider, son instinct de guérisseuse prenant le dessus. Hajime accepte, mais à ses propres conditions. Il appuie à fond sur l'accélérateur, voulant éliminer tous les bandits stupides d'un coup. Il précise ensuite que s'il doit intervenir, il ne montrera aucune pitié et dormira avec au moins une bandit-fille. Kaori est réticente, mais elle accepte son idée stupide. Le véhicule traverse les lignes des bandits avec la force d'un train de marchandises, envoyant les corps voler, pendant que Hajime déchaîne une pluie incessante de tirs depuis les tourelles du véhicule, abattant les bandits restants avec une efficacité brutale. Kaori saute pour soigner les gardes blessés. Dans la suite, une voix familière l'appelle. C'est la princesse Liliana qui voyageait avec la caravane. Elle est ravie de revoir Kaori, mais lorsqu'elle se tourne pour remercier leur sauveur, Hajime lui lance un regard vide et confus et demande qui diable elle est. Il n'a vraiment aucun souvenir de cette petite princesse, ce qui la fait se sentir légèrement inférieure. La question est un coup qui blesse plus profondément la princesse que n'importe quelle épée. Kaori rappelle frénétiquement à celui-ci l'identité de Liliana, le réprimandant pour sa mauvaise mémoire, tandis que Liliana tente de retenir ses larmes. Une fois dans le véhicule, Liliana raconte l'histoire effroyable de sa distance avec la capitale. Elle explique le fanatisme croissant du roi, l'étrange maladie du vide qui affecte les chevaliers et la désignation officielle d'Hajime en tant qu'hérétique. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, révèle-t-elle, a été de voir une nonne de la montagne divine kidnapper Aiko Sensei. Craignant que tout le château ne soit sous surveillance par l'administration de Donald Trump et n'ayant plus personne à qui faire confiance, elle s'est enfuie seule, espérant trouver Hajime et Kaori. En entendant cela, l'expression de Hajime se durcit plus que son saucisson. Il dit clairement qu'il n'a aucun intérêt à sauver le royaume, mais Aiko, c'est une autre histoire. Il ressent un certain degré de responsabilité pour sa situation, car ce sont ses actions qui l'ont mise dans le viseur de l'église. Avec une lueur vicieuse dans les yeux, il déclare que leur prochaine destination est la montagne divine. Il va sauver son professeur, et si les cerveaux derrière cette conspiration s'interposent, il devra simplement les écraser aussi. Plus tard, haut sur la montagne divine, Aiko est assise seule dans une cellule de prison froide et sombre, sa magie scellée par un bracelet de contention. Elle réfléchit au terme irrégulier, un mot que la nonne a utilisé pour décrire la personne qui perturbait les plans de son seigneur. La seule personne à laquelle elle peut penser qui correspond à cette description est Hajime.
Soudain, elle entend sa voix, détendue et calme, comme s'il était juste passé pour une visite. Hajime apparaît ensuite dans sa cellule, ayant contourné tous les pièges et gardes du labyrinthe avec facilité. Il commence à travailler sur la serrure complexe de son bracelet anti-magie, et la grotte biologique d'Aiko est si sèche qu'elle prend momentanément ses actions pour une cérémonie de pénétration. Hajime clarifie rapidement ses intentions, et Aiko le remercie avec une larme roulant sur sa joue. Elle a enfin l'occasion de le remercier correctement pour lui avoir sauvé la vie auparavant et de s'excuser de lui avoir fait appuyer sur la détente de leur camarade de classe conditionné. Il lui prend la main comme un fichier PDF et accepte sa gratitude, mais rejette catégoriquement ses excuses, affirmant qu'il ne fait que ce qu'il veut. Juste au moment où Hajime la libère, une alarme assourdissante retentit à travers la montagne. Les démons ont lancé une invasion à grande échelle du royaume de Hyle. Alors qu'Aiko panique, Hajime lui dit de rejoindre Amonogawa et les autres pendant qu'il s'occupe de ses affaires ici. Mais leur fuite est interrompue. Une silhouette descend du plafond, atterrissant devant eux avec une grâce silencieuse et inquiétante. C'est une femme aux cheveux argentés et aux yeux dorés sans émotion, vêtue de robe blanche immaculée comme Mahatma Gandhi. L'air autour d'elle bourdonne d'une puissance oppressante immense. Elle se présente comme Noin, une humble apôtre de Dieu. Sa mission, qu'elle déclare avec une impassibilité glaciale, est de retirer les pièces inutiles du plateau de jeu de son Dieu. L'air dans la montagne divine crépite d'une immense puissance. Noin, le soi-disant apôtre de Dieu, flotte devant Hajime. Hajime, tenant l'étonné Aiko Sensei par les fesses, la rejette comme rien de plus qu'une marionnette de Dieu à des kilomètres à la base de la montagne. Une soudaine secousse violente brise les verres dans la nuit alors que la grande barrière entourant le royaume de Hyle est sur le point de s'effondrer. À l'intérieur de la capitale, Shizuku et le groupe du héros sont plongés dans le chaos tandis que les poussins voltigent comme les fossiles de Kylie Jenner. Confus et incertain de ce qu'il faut faire, la voix de Tio crépite à travers un artefact de communication. Elle brosse rapidement un tableau sombre aux filles. Une armée massive de démons et de monstres est apparue à 1 km au sud de la ville, menée par le même dragon blanc qui les avait attaqués dans le volcan. C'était le dragon de Frey qui venait de briser les défenses de la capitale. Réalisant qu'ils sont sous une invasion à grande échelle, le groupe se prépare à mobiliser ses moyens au mieux de ses capacités. Mais le harem de Hajime a une priorité différente. Yue et Shea, leur visage masqué d'une fureur froide, déclarent leurs intentions. Le démon chevauchant ce dragon blanc avait blessé Hajime, donc leur plan d'action est clair. Ils ne rejoindront pas la défense de la ville, ils se dirigeront directement vers la montagne divine pour apporter du soutien à leur pénétration d'Adi. Ils martèleront Frey jusqu'à ce qu'il pleure, et ensuite ils continueront à le marteler. Laissant une princesse Liliana stupéfaite aux soins de Kaori, ils s'envolent tous deux vers la montagne, un tourbillon de rage vengeresse. Pendant ce temps, tout en haut, Hajime et Noint sont enfermés dans une confrontation silencieuse. Il sait qu'il ne peut pas mener un combat de cette ampleur tout en protégeant son professeur. Il envoie un message télépathique à Tio, lui ordonnant de le rejoindre pour extraire Aiko. Juste au moment où elle part, le bâtiment dans lequel Shea et Yue se tiennent est frappé par une force puissante, mais ils parviennent à éviter l'attaque juste à temps. Le général Frey fait son apparition avec son commandant, Mikhail, et ils engagent le combat. Le champ de bataille s'étend alors que l'armée démoniaque intercepte Yue et Shea Frey Bagua, chevauchant son dragon blanc, ordonne à son escadron de l'aigle noir d'attaquer Shea, tandis qu'il confronte personnellement la fille aux cheveux blonds. Il est animé par un seul objectif, la vengeance. Mikhail crie à Shea, lui demandant si elle se souvient du démon aux cheveux roux qu'elle a tué dans le grand labyrinthe d'Orcus. Il révèle que la femme, Catleya, était sa femme bien-aimée qui lui faisait une fellation chaque nuit. Shea, cependant, reste complètement indifférente et souligne froidement que le chat Leia pourrait être doué pour cela, mais qu'Hajime a proposé de l'épargner si elle se retirait. Elle n'a aucun intérêt à entendre l'histoire triste d'un ennemi qu'elle a tué. Enragé par son insensibilité, Hajime ordonne à ses hommes d'attaquer de tous côtés. Le combat est démonstration brutale de tactique contre puissance brute. Les mages de Mikhail tentent de coincer Shea avec des attaques à distance, mais elle est une force de la nature, ses mouvements un tourbillon de destruction, elle saute, esquive et fracasse leurs rangs, son marteau de guerre écrasant tout sur son passage. Un des lieutenants de Mikhail parvient à toucher avec une aiguille de pierre, mais Shea l'ignore simplement, son corps brillant d'une magie qu'elle appelle quasi-restauration. Avec un sourire sauvage, Shea déchaîne une tempête de foudre du ciel, décimant l'escadron et laissant Mikhail regarder avec horreur alors que ce monstre dévaste ses forces d'élite. Simultanément, Yue affronte un escadron de mages dirigé par Fried, qui manie un artefact annulant la magie. Mais Yue n'est pas une lanceuse de sorts ordinaire. Elle invoque 5 dragons colossaux faits de pure magie, les 5 dragons célestes, qui submergent les mages par leur échelle et leur puissance impressionnante. Alors qu'ils battent en retraite, Fried lui-même libère son sortilège le plus puissant, une magie de l'ère des dieux appelée Fissure du vide. L'attaque déchire un trou dans son sous-vêtement, mais l'énergie est extrêmement odorante et destructrice. Cependant, Yue contre-attaque avec une attaque terriblement personnelle. En utilisant un sort de revers de réanimation, elle oblige la profonde et grave blessure que Hajime avait infligée à Fried dans le volcan à se rouvrir, le faisant crier de douleur. Réalisant qu'il ne peut pas gagner et que ses forces sont en déroute, Fried est contraint à une retraite humiliante comme un vrai froussard.
D'un autre côté, Hajime peut ressentir le pouvoir de Noint, une précognition d'une précision glaçante qui semble anticiper chacun de ses mouvements. Mais Noint se méfie également de lui, elle ne peut pas comprendre comment il a survécu au labyrinthe volcanique. Et sa volonté terrifiante de vivre fait de lui un ennemi dangereusement imprévisible. Pire encore, l'air même de la montagne est imprégné d'un chant qui affaiblit la magie, un ancien système de défense mis en place par l'église. Hajime réalise que c'est le terrain de l'ennemi. Il essaie de raisonner avec Noin, soulignant l'invasion démoniaque en bas et se demandant pourquoi elle perd son temps avec lui alors que le royaume est sur le point de tomber. Sa réponse est glaçante. Si le royaume tombe, alors c'est simplement la conclusion de cette époque. Les humains ne sont rien de plus que des pions pour son dieu, Ehit, pour éloigner l'ennui et faire des choses douteuses. Hajime la presse, confirmant ce qu'il a appris des libérateurs. Ehit est un dieu malveillant et ennuyé qui joue sur les deux tableaux. Il propose une solution simple. S'il est une telle anomalie, pourquoi ne pas simplement le renvoyer dans son monde d'origine? Noin refuse catégoriquement la demande. Son seigneur, explique-t-elle, souhaite sa mort. Pas n'importe quelle mort, mais une mort spécifique et divertissante devant une foule en parlant de la violence armée. Il doit surmonter chaque obstacle, gagner une immense puissance et rassembler de puissants alliés uniquement pour mourir tragiquement en cours de route vers son objectif, se noyant dans autant de désespoir et de regrets que possible. C'est, conclut-elle, le meilleur divertissement qu'il puisse offrir. Le visage de Hajime se durcit en un masque de pur dégoût et il lui dit d'aller se faire voir avec tout le respect dû. Juste au moment où leur bataille est sur le point d'escalader, une forme noire massive cache la lune. Tio arrive sous sa forme complète de dragon, plongeant pour attraper Aiko. Alors qu'elle s'envole avec le professeur, Aiko crie pour que Hajime soit en sécurité. Avec son précieux chargement désormais sécurisé, Hajime est enfin libre de se battre sans retenue. Il se tourne pour faire face à Noint, son œil rouge démoniaque brillant d'une intention meurtrière, alors que la véritable bataille est sur le point de commencer. Alors que Tio traverse le ciel sous sa forme de dragon, Aiko Sensei fermement retenue dans sa prise refuse d'être un poids mort comme Jake Paul. Tio lui dit qu'après l'avoir déposé dans un endroit sûr, elle doit retourner soutenir Hajime dans son combat. Cependant, Aiko veut faire plus que simplement attendre comme un travailleur de pénétration sur le côté des rues de Las Vegas. Avec un masque de détermination féroce, elle déclare que même si elle manque d'expérience de combat, sa puissance magique brute est à égalité avec le héros. Elle ne peut pas simplement s'enfuir pendant que son élève se bat. Dans un geste choquant de détermination, Aiko se mord le pouce, se faisant saigner, et commence à tisser un sort complexe sur le dos de sa main. Tio, reconnaissant la volonté inébranlable dans ses yeux, accepte de la laisser aider si elle insiste. Maintenant, alors qu'elle navigue dans le ciel, les filles sont déterminées à détruire leurs ennemis ensemble. De retour sur la montagne divine, la bataille terrifiante entre Hajime et Noin est un tourbillon d'acier et de magie. Noin est une arme parfaite, ses mouvements sont impeccables et ses capacités précognitives lui permettent de contrer chaque mouvement de Hajime. Hajime, poussé à la défensive, est contraint d'utiliser une manœuvre risquée, créant une explosion localisée pour créer de la distance pendant des heures. Il est incapable de la toucher avec ses armes. Tandis que Noint reste calme, Hajime remarque que son pouvoir magique ne diminue pas du tout. Cependant, il charge ensuite sur elle avec une volée de balles perforantes, un pari désespéré pour trouver une faille dans sa défense parfaite. À sa grande surprise, l'une des balles atteint sa cible, une légère éraflure qui est néanmoins une victoire. C'est la première fois qu'il parvient à la toucher. Cette petite victoire lui donne une ouverture. Il déclenche une rafale de missiles, mais Noint les tranche sans effort, ses 13 épées sacrées bougeant mieux que la saucisse magique de Hajime. Alors qu'elle se rapproche pour l'attaque, Hajime révèle son véritable piège. Les balles qu'il avait tirées plus tôt n'étaient pas seulement des balles, mais des drones télécommandés. Maintenant positionnés juste derrière sa divine machine à pète, il lance un faisceau d'énergie concentrée, une attaque en tenaille que Noint ne peut pas complètement esquiver. L'explosion la frappe comme un bazooka, brisant son vêtement sacré et l'envoyant s'écraser au sol. Pendant un instant, il semble qu'Hajime ait gagné, mais alors que la fumée se dissipe, Noin se lève tel un croque-mort, son corps meurtri mais ses yeux dorés toujours aussi vides et impassibles. Juste au moment où leur combat est sur le point de reprendre, une explosion cataclysmique secoue toute la montagne. Une vague d'air surchauffé, imprégnée de puissance draconique, les submerge. Il s'avère que Tio et Aiko sont arrivés sur les lieux et leur entrée est tout sauf discrète. Aiko, il s'avère, a utilisé sa compétence unique de fermière appelée accélération de la fermentation sur l'air ambiant, créant un immense nuage invisible de son pet répugnant Tio, l'enflamme ensuite avec son souffle de dragon. L'explosion résultante non seulement vaporise la barrière défensive de l'église, mais détruit également tout le sanctuaire sacré et tous les paladins à l'intérieur. La puissance destructrice et non conventionnelle d'un fermier et d'un dragon travaillant ensemble laisse même Hajime momentanément stupéfait. Aiko, horrifiée par son propre succès dévastateur, ne peut que balbutier, insistant qu'elle ne savait pas, elle souffrait de gastrite. Cependant, leurs retrouvailles sont interrompues par l'apparition d'une figure silencieuse à la Andrew Tate qui leur demande de suivre son exemple.
L'homme chauve les mène à une chambre cachée en Roumanie, le véritable cœur du labyrinthe de la montagne divine. Ici, il trouve le testament final du libérateur, Lotsban. Ses écrits révèlent le concept du labyrinthe. Ce n'était pas un test de force, mais de volonté. Pour le conquérir, un challenger devait avoir déjà franchi 2 autres labyrinthes, ne posséder aucune foi en le dieu, Eket, et avoir vaincu un pouvoir divin, toute condition que Hajim avait inconsciemment remplie au moment où il a vaincu Nwant. Avec la preuve finale de la conquête et l'ancienne magie de la magie spirituelle en main, leur quête est terminée. Mais il n'y a pas de temps pour célébrer cette petite victoire stupide, l'invasion démoniaque de la capitale est en plein essor et ils doivent se dépêcher de retourner sauver leurs amis et leurs familles. La scène remonte de quelques heures au moment où la grande barrière s'est brisée. Shizuku et Amanogawa sont réveillés par le bruit. Amanogawa, toujours impulsif, veut se lancer immédiatement dans la bataille, mais Shizuku, étant la stratège prudente, insiste pour qu'ils se regroupent d'abord avec le commandant Meld. Son argument est renforcé lorsque leur servante, Nia, apparaît, rapportant que l'armée démoniaque envahissante compte plus de 100 000 soldats. Une attaque frontale serait une décision stupide, alors il rassemble le reste du groupe de héros et se dirige vers le centre de commandement, sans savoir que le corps de Meld est maintenant dévoré par des asticots sacrés. À leur grande surprise, ils ne sont pas accueillis par Meld, mais par son lieutenant, José, qui ressemble un peu à Hélène de Généresse. Il affirme que le commandant est occupé par des affaires importantes et les dirige vers le centre de la salle, déclarant que le héros, Amanogawa, est leur phare d'espoir. Les soupçons de Shizuku montent en flèche, car elle a l'intuition que quelque chose ne va pas du tout. Alors que José brandit une boule de cristal, censée annoncer le début de leur contre-attaque, la salle est inondée d'une lumière aveuglante et désorientante. Il s'avère que c'est un piège, et une volée de chaînes scellant la magie jaillit du sol, emprisonnant Amanogawa et les autres, les laissant impuissants. Seul Shizuku, dont les sens sont en alerte maximale, parvient à éviter la première attaque. Des chevaliers royaux, leurs yeux brillant d'une lumière sombre et malveillante, les entourent. Ils ne sont rien de plus que des marionnettes sous hypnose, comme les fans de Taylor Swift. Alors que Shizuku se prépare à combattre, Nia, la servante terrifiée, crie à l'aide. Shizuku se précipite vers elle pour la protéger, mais dès qu'elle s'approche, l'expression de peur de Nia se transforme en un regard froid et vide. D'un geste rapide et fluide, elle sort une lame cachée et la plonge dans le côté de Shizuku. La trahison est si soudaine que Shizuku ne peut que regarder la blessure avec une incrédulité stupéfaite. Des ombres, un lent et moqueur applaudissement résonnent à travers le hall. Eri Nakamura, leur camarade de classe douce et joyeuse, apparaît avec un sourire sadique et joyeux sur le visage. Elle applaudit Nia pour sa performance, révélant qu'elle venait juste de préparer la servante pour cet acte final et dévastateur. La vérité éclate avec une clarté horrifiante pour Shizuku. Eri, la fille en qui ils avaient tous confiance, est la traîtresse, la mastermind qui a tiré les ficelles depuis le début, transformant leurs amis et alliés en pantins sans volonté pour son propre amusement malsain. La salle du trône est une scène de désespoir total. Les héros sont enchaînés et impuissants, Shizuku saigne sur le sol tandis que tout le monde est forcé de regarder Eri Nakamura, leur ancienne amie, traverser la pièce comme Hillary Clinton après 3 verres de vin. Elle s'approche d'Amanogawa retenu, ses yeux brillant d'une adoration maladive et obsessionnelle. Elle attache un collier scellant la magie autour de son cou et, dans une démonstration grotesque de possession, lui donne un baiser profond et possessif avec de la salive coulant comme un dalmatien. Eri se tourne alors vers Shizuku, horrifiée, et explique ses motivations avec une joie glaçante. Elle a toujours voulu Amanogawa et pour l'avoir pour elle seule, elle devait se débarrasser des déchets, tous les amis et camarades qui l'entouraient. Eri est reconnaissante qu'ils aient tous été transportés dans ce monde, où éliminer les gens est bien plus facile qu'au Japon. Sa confession glaçante continue alors qu'elle révèle la véritable nature de leurs alliés endoctrinés. Ils ne sont pas juste contrôlés, ils sont morts. Avec sa nécromancie unique de liage d'esprit, elle peut préserver les souvenirs et les schémas de discours des défunts récents, créant des pantins parfaits et loyaux. Son plan est de tous les éliminer et de les transformer en sa collection personnelle de poupées, avec Amanogawa comme joyau de la couronne, un prince qui ne la regardera que, ne prononcera que les mots qu'elle veut entendre. Alors que les héros crient d'horreur, elle met son plan à exécution. Eri ordonne que le chevalier sous contrôle mental Reaichi soit exécuté. Alors qu'il s'effondre comme un sac d'oignons, elle lance son sort et son cadavre se relève, désormais un autre de ses jouets sans esprit. Eri tourne alors son attention cruelle vers Suzu, l'autre meilleure amie de Shizuku. Elle remercie Suzu d'être un pion aussi utile et ignorant, expliquant qu'être la meilleure amie de Suzu était la couverture parfaite pour se rapprocher d'Amanogawa. La révélation bouleverse Suzu, la laissant dans un état de choc catatonique. Avec ses pions éliminés, Eri se concentre sur sa cible principale. Elle révèle à Shizuku son fantasme le plus profond et répugnant, réanimer Shizuku comme une marionnette et la forcer à jouer au ping-pong de Kaori, juste pour voir l'expression sur le visage de Kaori lorsqu'elle est satisfaite par sa propre meilleure amie. À cet instant, elle lève son épée pour le coup final, mais juste au moment où elle descend, une barrière lumineuse éclatante surgit autour de Shizuku. Kaori est arrivée, accompagnée de la princesse Liliana, le visage empreint d'une fureur justifiée, mais leur intervention désespérée est immédiatement compliquée. Daisuke, son bras se régénérant d'une blessure grave, apparaît derrière eux. Avec un cri triomphant et insensé de « Je l'ai enfin eu », il se précipite devant la princesse et plonge son épée profondément dans la poitrine de Kaori.
Toute la salle se fige. En quelques secondes, Kaori s'effondre avec une expression de stupéfaction sur le visage alors que Daisuke se penche sur elle avec son esprit momifié et tordu. Il est persuadé que cet acte a enfin gagné son amour au détriment d'Hajime. Alors que Kaori se vide de son sang, elle utilise le reste de ses forces pour lancer un dernier sort désespéré, un éther-flot qui brise les chaînes scellant la magie sur Amanogawa et les autres. En quelques secondes, la salle du trône éclate en une bataille chaotique et désespérée. Amanogawa, Ryutaro et les autres se battent avec une fureur renouvelée. Mais ils sont désespérément dépassés par l'armée de marionnettes d'Eri qui comprend maintenant leurs amis tombés et même le cadavre réanimé du commandant Meld Amanogawa, contraint de combattre son ancien mentor, est submergé par la culpabilité et l'hésitation, permettant à Eri de lui donner un baiser empoisonné qui le paralyse complètement. Juste au moment où tout espoir semble perdu, le plafond de la salle du trône explose vers l'intérieur. Hajime Nagumo est arrivé, et il n'est pas seul. Descendant du ciel, Tio et Aiko Sensei, avec leurs visages ressemblant à des guerriers vikings Hajime, observent la scène d'un regard froid, les héros vaincus, Shizuku blessé, et Kaori gisant morte sur le sol. Une vague de rage apocalyptique et silencieuse émane de lui, tellement palpable qu'elle glace toute la pièce. En revanche, Daisuke, voyant son rival, tente immédiatement d'utiliser le cadavre de Kaori comme monnaie d'échange, offrant de laisser Hajime la voir s'il les aide. La réponse de Hajime est une seule balle méprisante qui fait sauter la main de Daisuke. Alors qu'Eri utilise ses marionnettes sans esprit sur lui, Hajime se déplace avec une vitesse terrifiante et inhumaine. Il esquive, tisse et tue sans effort, chaque mouvement étant un flou d'efficacité brutale. Il massacre le commandant Meld réanimé, Eri Ike sans une hésitation, leur corps se désintégrant sous son pouvoir. Puis Hajime dit à Shizuku et aux autres de se baisser avant de déchaîner une tempête de coups de feu avec ses pistolets. Les balles ricochent dans la pièce avec une précision incroyable, éliminant chaque marionnette d'Eri en quelques secondes. Maintenant, il se tient devant une Eri terrifiée avec son arme pointée sur sa tête japonaise stupide. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la gâchette, Daisuke, consumé par une rage folle, l'attaque par derrière Hajime ne se retourne même pas. Il frappe Daisuke du revers de son bras prothétique. Le coup est si puissant qu'il brise ses os et l'envoie valser à travers un mur et hors du palais où il s'effondre dans la horde de monstres en bas. Avec les menaces immédiates neutralisées, Hajime tourne son attention vers la véritable crise. Tio confirme que l'esprit de Kaori est encore lié à son corps, mais il manque de temps. À ce moment-là, Fried Bagua apparaît à l'entrée fracassée de la salle du trône, flanqué de son armée démoniaque. Il essaie d'utiliser les héros survivants comme otages, mais Hajime n'est pas d'humeur à négocier. Il déclare froidement qu'il n'a pas d'alliance avec le royaume ou les héros, car leur sort ne le concerne pas. Il donne ensuite à Fried un ultimatum simple, sortir de sa vue où lui et toute son armée de 100 000 hommes seront vaporisés comme des enfants palestiniens. Pour renforcer sa menace, il fait appel à un énorme canon de satellite en orbite, son laser de ciblage dessinant un point écarlate sur le front de Fried. Humilié et complètement terrifié par ce pouvoir inconnu, Fried se retire à nouveau, jurant de se venger à l'avenir. Avec la bataille terminée, le véritable impact émotionnel s'installe. Shizuku, son corps et son esprit brisés, ne peut que fixer la forme sans vie de Kaori. Hajime ordonne à ses compagnons de passer à l'action. Shia doit s'occuper du corps de Kaori, tandis que Tio, Yue et Aiko Sensei se préparent pour un rituel désespéré de haut niveau au sommet de la montagne divine. Puis, il se tourne vers la dévastée Shizuku, sa voix plus douce qu'elle ne l'a jamais entendue. Il lui dit de tenir bon, de croire en eux. Il la regarde droit dans les yeux et fait une promesse solennelle incassable. Tu verras de nouveau Kaori et caresseras bientôt ses boules. Dans le calme qui suit l'invasion dévastatrice, la princesse Liliana documente méticuleusement la vérité de l'attaque. Son rapport détaille comment Eri Nakamura, leur camarade de classe traître, avait orchestré toute l'affaire, formant une alliance impie avec les démons. En utilisant sa nécromancie tordue, elle avait réanimé le cadavre du général démoniaque Catleya du labyrinthe Orcus. L'utilisant comme un messager sinistre pour établir un contact, en échange de l'accès des démons à la capitale, elle a sécurisé sa propre liberté et celle de son obsession, Amanogawa. Le rapport mentionne également la perte de vie parmi les étudiants convoqués, Daisuke Iyama, Ri Aik Kondo, qui est le plus tragiquement Kaori Shirasaki. Au sommet de la montagne divine, l'atmosphère est lourde de chagrin et d'un désir de compréhension profonde. Hajime trouve Aiko Sensei assise seule avec un regard vide dans les yeux. Il dit à Aiko qu'elle n'a pas besoin de forcer un sourire. Il sait qu'elle porte le poids de la mort de ses élèves, surtout ceux qu'il a été forcé d'exterminer. Aiko admet que bien qu'elle ne puisse jamais pardonner ce que Daisuke a fait, elle avait espéré qu'il pourrait vivre pour expier ses péchés. Mais elle comprend aussi la colère de Hajime Aiko, confesse sa propre culpabilité pour la destruction de l'église sainte, reconnaissant qu'elle a volontairement participé à un acte qu'elle savait pouvoir tuer tout le monde à l'intérieur. Cependant, elle ne regrette pas son choix car c'était nécessaire pour l'aider et protéger ses élèves, mais le poids de cela est immense. Hajime, dans un rare moment de vulnérabilité, fait une demande égoïste. Il lui demande de continuer à ressentir cette culpabilité, de porter ce poids, car ses émotions humaines sont quelque chose qu'il ne peut plus vraiment ressentir lui-même. Il dit à Arota qu'elle peut être son exemple de ce que signifie être humain, un phare pour le guider vers une vie normale quand il reviendra enfin au Japon. Mais il ajoute un avertissement crucial. Si la douleur devient trop difficile à supporter,
elle peut pleurer sur son ding-dong. La gentillesse inattendue brise sa composure et elle laisse enfin couler les larmes, s'appuyant sur son élève pour se soutenir. 5 jours plus tard, les héros se tiennent sur une falaise surplombant la capitale de la guérison. Shizuku regarde le ciel, son expression mêle espoir et crainte. Amanogawa, toujours aux prises avec ses propres échecs, exprime sa méfiance envers Hajime, espérant presque qu'il ne reviendra pas. Mais alors qu'il parle, une silhouette sombre familière descend des nuages, c'est Hajime, mais il est seul. Alors qu'il atterrit, la première et unique question de Shizuku est un désespéré et essoufflé, où est Kaori? Hajime lui dit de manière énigmatique que Kaori arrivera d'une minute à l'autre, mais qu'elle a l'air un peu différente et que ce n'est absolument pas de sa faute. Avant que Shizuku ne puisse comprendre cet avertissement étrange, une voix l'appelle d'en haut. Une silhouette en armure blanche impeccable avec des cheveux argentés frappants et des yeux dorés perçants saute d'une plateforme flottante et atterrit gracieusement devant eux. C'est le visage de Nouin, l'apôtre de Dieu. Mais la voix qui en sort est sans aucun doute celle de Kaori. Elle salue joyeusement une Shizuku stupéfaite, confirmant que c'est bien elle, vivante et en bonne santé, les deux meilleurs amis partagent des retrouvailles émouvantes et pleines de larmes, leur lien restant intact malgré la mort elle-même. Hajime explique l'impossible vérité. En utilisant l'ancienne magie de la restauration, ils parviennent à préserver l'âme de Kaori et à la transférer dans le corps réparé de Nointe. Le corps original de Kaori a été parfaitement guéri. Mais c'était Kaori elle-même qui a demandé le nouveau vaisseau, plus puissant. Elle voulait être plus forte pour se battre à ses côtés sans être un fardeau. Son corps original, assure-t-il, est soigneusement préservé en animation suspendue, prêt à y retourner dès qu'elle le souhaite. Suzuku, bien que débordée, ne peut que soupirer. Son amie la plus proche a toujours eu un talent pour le drame et c'est son geste le plus grandiose à ce jour. Elle se tourne vers Hajime et ses compagnons et leur offre sa plus profonde et sincère gratitude pour avoir sauvé son amie la plus proche. Amanogawa confronte Hajime, exigeant de savoir pourquoi il ne leur a jamais dit la vérité sur le dieu Ehit. Hajime ricane à cela, soulignant qu'il ne l'aurait jamais cru et l'aurait simplement qualifié d'hérétique, ce qu'ils ont fait de toute façon. Amanogawa, rempli d'un sentiment de détermination renouvelé mais mal avisé, déclare son intention de sauver le monde et demande à rejoindre Hajime pour conquérir les labyrinthes restants afin d'obtenir le pouvoir de le faire. Shizuku, Suzu et les autres font écho à sa demande, chacun voulant devenir assez fort pour se protéger eux-mêmes et leurs amis. Hajime refuse d'abord, les voyant comme rien d'autre qu'un ennui, mais alors qu'ils le supplient tous, une idée germe dans son esprit. Un regard froid et calculateur dans ses yeux, il accepte avec une désinvolture qui alarme ses propres compagnons. Yue, Shea et Tio comprennent immédiatement son véritable motif. Ils ne les considèrent pas comme des alliés, mais les recrutent comme des boucliers humains jetables et des appâts pour les labyrinthes traîtres à venir. Il voit cela comme un moyen brutalement efficace de les renforcer, tout en minimisant le risque pour son propre groupe. Le repas du soir qui suit est une affaire chaotique et maladroite. Yue, Shea, Kaori et Tio se disputent pour nourrir Hajime, ce qui met mal à l'aise Shizuku et les autres. La scène est interrompue lorsque Tio exige bruyamment sa récompense pour avoir aidé à sauver Aiko Sensei. Sa demande est comme prévu. Elle veut que Hajime brutalise son arrière-train avec sa tige sombre, rigide et épaisse, tout comme il l'a fait lors de leur première rencontre dans la saison. Son invitation flagrante plonge Aiko Sensei dans une frénésie paniquée, tandis que le reste du groupe regarde en silence stupéfait. Hajime, poussé à bout, décide de réaliser son souhait en convoquant un pile bunker si massif et menaçant que même les désirs masochistes de Tio se transforment en une véritable terreur, la forçant à demander de l'aide à ses camarades de harem. Alors que l'aube se lève, Hajime se tient seul, regardant l'horizon. Yue le rejoint et il parle de son véritable objectif, celui qui le motive à avancer, terminer ce voyage rapidement et aller chercher Miu. Les deux groupes se rassemblent, prêts à partir. Le groupe de Hajime, maintenant élargi avec l'ajout réticent du groupe des héros et de la princesse Liliana, se met en route vers leur prochaine destination, le Grand Labyrinthe, dans les forêts de l'Est. Alors qu'ils commencent leur nouveau voyage, le chemin à venir est incertain, semé de dangers et de la menace imminente d'un dieu fou. Mais pour la première fois, ils avancent tous ensemble. Une force disparate, dysfonctionnelle mais indéniablement puissante, prête à défier leur destin et à saisir leur propre avenir. Si vous voulez que nous couvrions la saison 3 de cet anime, commentez Juicy Watermelon ci-dessous. D'ici là, abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo avec tous vos amis.